Meilleure intro. Pourquoi vous rigolez? Magnifique. Okay. On va parler bœuf. C'est quoi son impact sur l'environnement, sur le réchauffement climatique, et on va aussi aborder des sujets côté santé, donc la viande, est-ce que c'est bon pour la santé, combien de protéines il faut manger, et des sujets côté éthique, est-ce que c'est moral, amoral de manger des animaux, et peut-être qu'on coupera en deux les deux thématiques, donc environnement et santé éthique, si vous commencez à vous exciter vous deux et que on parle trop, quoi. Et voilà. Donc, on a tous une espèce de petit refrain en tête. Le bœuf, c'est caca. Quand on est quelqu'un de cultivé en société, le bon avis à avoir, c'est que la viande, c'est caca, quoi, globalement. Et le livre qu'on va faire, justement, pour explorer cette thématique, s'appelle Sacred Cow. Donc, ça se moque un petit peu de tous les gens dits éduqués qui ont une opinion sur le bœuf, la viande, qu'ils considèrent comme quasi religieuse. Je crois que dans la Bible, quand Moïse descend de sa montagne, il retrouve ses disciples en train d'adorer une vache en or ou un veau en or, je me souviens plus. Je crois que c'est une référence à cet événement. Donc voilà, j'ai voulu faire ce livre parce que je pense que ça permet de mettre un peu d'eau dans son vin, comprendre qu'il y a peut-être quelques idées reçues et que, mine de rien, la viande, c'est un sujet qui est peut-être plus compliqué qu'il n'y paraît. Et que ça pourrait mériter d'être un peu plus creusé. Est-ce que vous, ça vous chauffe? Climat, santé, morale, viande, tout ça, est-ce que ça vous excite? Moi, je suis très curieux de ça, parce que je suis végétarien. Je mange pas de bœuf pour toutes les raisons que t'as dit. Et t'as changé un peu récemment ou pas je suis pas végétarien, mais par contre, je continue à ne pas manger de bœuf. Okay. Parce que, effectivement, toutes les études que je vois montrent que c'est ce qui émet le plus de gaz à effet de serre, de très loin. Mm-hmm. Et voilà, tout le monde dit que s'il y a un levier d'action assez facile à prendre par rapport à ça, c'est d'arrêter de manger du bœuf. Et donc c'est ça qui a motivé ma décision. Gaz à effet de serre seulement ou d'autres principalement ça. Principalement les gaz à effet de serre et aussi d'autres effets comme la déforestation. D'accord. Qui est beaucoup liée à la production de bœuf parce qu'il faut beaucoup de champs pour pouvoir nourrir le bétail. Et genre les 2/3 de la déforestation en Amazonie aujourd'hui, c'est fait pour le bétail et les céréales pour le bétail. Donc déforestation et CO2, quoi. Et gaz à effet de serre, parce que c'est pas que du CO2. Oui, on va voir, oui, t'as raison. C'est aussi beaucoup le méthane. Équivalent CO2. Équivalent CO2. Donc je suis curieux de voir ce que tu as à nous raconter là-dessus. Et donc on n'a pas compris, tu manges du poulet, du coup, c'est ça Du coup, je mange du poulet, du poisson, mais pas de bœuf, pas d'agneau, pas de veau. D'accord. Qui sont les viandes, qui sont le fromage aussi, qui sont la nourriture les plus émettrices en gaz à effet de serre. Toi, Georges, tu manges du bœuf? Eh bien, moi, je mange du bœuf, mais c'est plus par paresse de changer mes habitudes. Mais en termes de conviction personnelle, je pense que je connais moins le sujet que tous les deux, mais je suis quand même relativement convaincu que globalement, manger de la viande, en particulier rouge, c'est pas ouf. Du point de vue écologique. Et après, du point de vue de la souffrance animale, idéalement, moi, j'aimerais bien arrêter de manger des animaux, puisque j'ai la possibilité de faire autrement. Mais je le fais pas par flemme. Ok. Voilà. Belle conviction. Comme toi, mais comme beaucoup de gens, c'est bien de l'admettre aussi. Voilà. Ok, non, mais c'est cool. Donc, on va voir les 3 thèmes, climat, pas climat d'ailleurs, environnement en général, santé et éthique. Donc ce livre, il a été écrit par Robb Wolf, donc c'est le célèbre nutritionniste, biochimiste qui fait partie de la petite clique américaine des gourous de la longévité, pour les gens qui suivent un peu ça. Et perso, je l'avais d'abord connu avec son livre où il conseille de passer 1 mois avec un moniteur de diabétique, le truc qui te mesure le sucre dans le sang pour voir comment ton corps réagit à chaque aliment. Donc c'est un mec qui a des approches un peu originales. D'ailleurs, je me suis lancé, j'ai le... Magnifique. Mais c'est un mec qui est spécialisé dans la santé, du coup. C'est un mec qui est spécialisé dans la santé, ouais. Voilà. Je montre à la caméra, j'ai mon petit truc de diabète. Je n'osais pas demander ce que c'était, je pensais que non, j'ai pas le cancer. Ah oui, donc en fait, c'est les trucs pour que les diabétiques utilisent pour mesurer le taux de glycémie dans le sang. Voilà, et lui, dans son livre, il te conseille en gros, de mettre ça pour voir un peu comment ton corps réagit, pour apprendre comment ça réagit à chaque aliment. Enfin bref, c'est pas le sujet du livre, mais en gros, ce qui est rigolo, c'est que en gros, j'ai acheté ce livre Sacred Cow et j'ai découvert après que c'était lui qui l'avait écrit. Donc, fun fact.
Et donc c'est un livre qui a été coécrit avec Diana Rogers, qui est experte apparemment en nourriture durable, qui anime un podcast sur ce thème-là, et je la connais pas plus que ça, donc elle n'aura pas mon tampon d'approbation. Est-ce que on est parti? Allez. Alors, tout a commencé quand Monsieur Rob Wolf, l'auteur, a été invité pour débattre de la viande dans une émission américaine. Donc, il a été invité en tant que pro-viande, et il s'est dit, bah, c'est un peu con le label pro-viande, parce qu'après tout, il y a les aspects santé, il y a les aspects environnement, il y a les aspects éthiques, et ça n'a pas forcément grand rapport les uns avec les autres. Et vu qu'il sait que ce genre de débats sont en général très peu productifs, alors selon lui, hein, justement parce que les gens ont tendance à passer du coq à l'âne, à passer d'un sujet à l'autre. Donc, je sais pas, vous voyez, ils vont dire oui, mais même si c'est bon pour la santé, de toute façon, c'est pas bon pour l'environnement. Ouais. Et c'est chiant, en fait, du coup. Lui, il avait proposé de découper, du coup, le dit débat en plusieurs catégories, donc plusieurs grands thèmes, santé, consommation d'eau, climat, éthique, tout ça. Suite à quoi l'organisateur du débat a dit super idée, ça sera plus clair, et suite à quoi l'autre camp, donc anti-viande ici, aurait refusé le débat. Alors ça fait très caricatural comme ça, il se jette un peu des fleurs, mais j'ai l'impression que c'est quand même une caractéristique de ce débat sur la viande, le fait de sauter du coq à l'âne. Et donc je me dis, le livre est cool du coup, parce qu'il découpe en fait le truc, il va pas faire de pont entre les thèmes, il va juste dire c'est quoi l'environnement, c'est quoi la santé, c'est quoi l'éthique. Ouais. Et on va pas, voilà, on va prendre le temps de conclure sur chaque... Est-ce que ça vous paraît cohérent ça déjà? Ouais, et puis c'est une bonne image parce qu'après chacun pondère ce qui lui importe le plus pour se faire son opinion globale sur la viande, tu vois. Ouais. Ouais, surtout que c'est 3 sujets qui sont complètement isolés, quoi. Enfin, tu peux peut-être faire des parallèles, mais... Ouais, on va essayer d'en faire, mais pas tant que ça, en fait, au final. Oh non, ouais, moi, ça me paraît une très bonne approche. Hein. Okay. Mais en plus, c'est intéressant parce que ça marche avec n'importe quel problème, tu vois, de décomposer un peu les trucs et après de laisser les gens prendre la décision de qu'est-ce qui, pour eux, leur importe le plus, tu vois. Ouais, je suis d'accord. Et ça arrive souvent sur des débats un peu de société, tu vois, que les gens mélangent les différentes composantes et tu vois, font une sorte de gribouillis, tu vois. Et c'est un peu dommage parce que chaque problème est un peu indépendant, quoi. Surtout qu'il y a des sujets très scientifiques. L'environnement, il faut qu'on arrive à mesurer combien le bœuf ça émet, etc. Alors que la partie souffrance animale, c'est beaucoup plus moral et c'est beaucoup plus arbitraire et moral. Et donc du coup, c'est important pour moi de séparer les deux. Typiquement, le premier sujet, j'aimerais bien comprendre scientifiquement les tenants et les aboutissants des calculs, de comment on mesure l'impact environnemental et tout ça. Le dernier sujet, c'est plus un choix plus personnel. Ouais, le dernier sujet, c'est un peu plus freestyle. Hein, ouais, je suis d'accord. Voilà. Ouais. Donc, on va commencer par l'environnement en posant. Donc, c'est quoi l'impact du bœuf sur l'environnement? On va essayer de voir ça. Et on va se poser une première question, c'est est-ce que l'élevage, en fait, joue un rôle en général dans l'environnement? Et pour introduire tout ce sujet-là, ils utilisent une analogie que j'ai bien aimée. J'ai regardé quelques conférences, ils la ressortent, donc je pense que c'est assez central pour introduire le truc. Ils appellent ça Herbeland. Et donc c'est une histoire fictive qu'ils se sont inventées où en fait nous les humains on découvre une planète complètement similaire à la nôtre mais sans vie. Et on se dit c'est génial, il faut terraformer, comme ça on aura une planète en plus. Et donc voilà, on consulte les experts, on se dit d'abord on va planter de l'herbe sur cette nouvelle planète pour voir ce que ça fait. Mais l'herbe finit par mourir. Ensuite, on se dit, on a merdé, donc on se dit, en plus de l'herbe, on va envoyer des microbes et du fumier. Mais là encore, l'herbe continue de mourir et ça va pas. Ensuite, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Du coup, on envoie des vaches, en plus des graines, microbes et fumier. Les vaches, elles mangent l'herbe, elles font caca, elles pissent, elles bougent les graines de vallée en vallée, en haut des pentes, voilà. Ça va beaucoup mieux sur Herbeland, mais les vaches se reproduisent trop, l'herbe finit par être complètement mangée et piétinée, l'herbe et les vaches meurent. On recommence, mais cette fois on rajoute des loups, prédateurs des vaches, pour équilibrer. Ça va mieux, mais une mutation d'une des bactéries crée une épidémie et tue tous les loups, et l'écosystème est brisé, tout le monde meurt. Et dernière étape, on recommence encore une fois, mais cette fois-ci on ajoute tous les autres animaux, plantes, bactéries, champignons, toute la vie manquante. Et donc là, les auteurs disent, on obtient un écosystème ultra résilient qui cette fois ne meurt pas. Et en fait, ce qu'il faut comprendre de cette analogie qui a introduit le sujet, c'est que diversité égale résilience et autonomie. Est-ce que ça vous va déjà? Pour l'instant, vous voyez pas trop le rapport, j'imagine? Ouais, moi, ça me paraît très loin de... Enfin, en fait, j'ai lu pas mal de trucs sur l'agriculture régénérative en général. D'accord. Et à chaque fois, moi, j'ai du mal à comprendre de quoi ça parle. Parce que c'est des trucs hyper abstraits comme ça, où on parle d'écosystèmes, de choses respectueuses, c'est des espèces de pratiques très générales. Et j'arrive pas à voir concrètement
par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, genre mettre des champs, cultiver, foutre du NH3 dessus. On va y aller Qu'est-ce que ça change? Ouais, donc là, voilà, ça c'est pas mal que tu dises ça parce qu'ils disent, bah, contrairement à Herbeland, nous, qu'est-ce qu'on fait en fait aujourd'hui? Voilà. Nous, on fait ce qu'on appelle, alors en général bien sûr, hein, de la monoculture. Donc, on vient rajouter des engrais azotés. Donc, les engrais azotés, c'est des engrais qu'on fabrique à partir d'énergie fossile. L'engrais azoté lui-même envoie du protoxyde d'azote dans l'air, qui est un gaz à effet de serre 300 fois plus puissant que le CO2. Donc concrètement, schématiquement, on va chercher de l'énergie sous terre et on s'en sert pour alimenter nos sols en énergie, hein, si je schématise. Donc c'est pas durable en fait, c'est un peu con. Ensuite, on arrose les monocultures de pesticides et herbicides. Souvent, c'est des monocultures OGM justement pour pouvoir résister à ces mêmes pesticides. Toute la vie, oiseaux, grenouilles, lapins, microbes, tout ce que tu veux, sont éradiqués de cette zone de monoculture. Et on a, pour finir, une perte des sols. Donc nos sols perdent leurs nutriments, ils perdent leur vie. On entend encore souvent, tu sais, la phrase « on n'a plus que 60 récoltes avant que le sol devienne poussière ». Les auteurs questionnent un peu le chiffre 60, mais en gros, voilà, ça peut pas continuer comme ça très longtemps, quoi. Et donc, notre système agricole, en fait, si on comprend un peu comment ça marche, c'est un système qui travaille contre la nature. Et quand on travaille contre la nature, en fait, il faut rajouter énormément d'énergie supplémentaire dans le système pour essayer de gagner le combat, en fait. Est-ce que déjà, schématiquement, là, comme ça, c'est un peu clair Moi, je connaissais pas cette phrase de 60%. En fait, il y a un truc que je comprends pas bien dans le système agricole. C'est est-ce que quand tu mets des engrais, finalement, les nutriments, ils viennent des engrais que tu mets? Non. Donc les engrais azotés? Ou alors est-ce que ça doit venir de la terre? Et du coup, tu risques d'épuiser les ressources? Moi, ce que je comprends, c'est que ça vient pas des engrais. Ok. Bon, déjà, moi, j'avais pas forcément compris ce point-là. Et du coup, les engrais, ils font quoi? Ils catalysent, ils aident l'absorption des nutriments préexistants. Enfin, tu vois, je connais rien, moi. Bah, en fait, non. Enfin, je pense que là, ils apportent un complément. Enfin, je sais. Ouais, non, moi, j'ai pas du tout les détails à ce niveau-là. C'est que, en gros, il y a besoin d'avoir de l'azote dans la terre, d'après ce que je comprends. D'accord. Hein, quand c'est pas des engrais, c'est des plantes qui peuvent faire ça. On va en parler dans l'agriculture régénérative. Mais en tout cas, ce qui est clair pour moi, c'est que engrais et nutriments, en fait, c'est pas pareil. D'où la phrase, en fait, il nous reste plus que 60 récoltes. Ok. Voilà. Et on peut pas mettre des nutriments par un apport extérieur. C'est forcément, ça vient de la terre. Là, on va discuter d'approches un peu plus sympas où on peut essayer de régénérer la terre et de réapporter ses nutriments, justement. En tout cas, c'est pas ce qu'on fait aujourd'hui. En mettant de la chiasse de vache. Par exemple. ou de ce que tu veux, d'ailleurs. Donc ça, c'est le portrait de notre système agricole. Du coup, voilà, si on compare Herbeland à notre système de monoculture actuel, on a plusieurs interrupteurs qui commencent à s'allumer dans notre cerveau et on se demande, bah voilà, est-ce qu'un élevage pratiqué de la bonne façon, entre guillemets, hein, donc à définir, pourrait nous aider à produire de la nourriture sans lutter contre la nature, mais en venant s'inscrire, pourquoi pas, dans le sens de la nature et dans le sens d'un écosystème. Et donc c'est toute la problématique à laquelle on va essayer de répondre dans cette première partie sur l'environnement. Et en fait, je vous révèle déjà ici, pour des soucis de compréhension, que les auteurs vont essayer dans tout le livre de développer un argumentaire contre l'élevage intensif, hein, mais en faveur d'un élevage des ruminants dit, donc régénératif, t'en parlais, c'est-à-dire que le principe, ça serait de les faire paître dans les champs, de pas les nourrir au grain, et d'essayer de les inscrire dans un écosystème un peu comme sur Herbeland. C'est ce qu'ils vont essayer de démontrer. Eux, ils sont contre l'élevage industriel. C'est un peu ça qu'il faut comprendre dans les arguments qu'ils vont développer là. Mais tu vois, là, pour moi, la cible, elle est déjà pas précise, parce qu'aller dans le sens de la nature, enfin, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que est-ce qu'on cherche à produire le maximum de bouffe en minimisant l'émission de gaz à effet de serre? Est-ce qu'on cherche à avoir le truc le plus durable possible, sans avoir de ressources carbonées, par exemple? Enfin, il faut mettre une métrique pour pouvoir savoir un peu de quoi on parle. Oui, alors très schématiquement, en fait, ça tient en deux phrases. C'est qu'aujourd'hui, on est sur un système où tu vas chercher de l'énergie sous terre pour l'injecter dans les sols et elle se retrouve dans l'atmosphère. Via la production d'engrais azotés à partir des ressources fossiles. Voilà. Après, là, je vais citer toutes les sources d'émissions de gaz à effet de serre de l'agriculture, donc on pourra se faire un avis. Mais donc, on passe d'un système où on va chercher de l'énergie sous terre pour faire fonctionner notre production de bouffe, à un système qui est notre but ultime, qui est censé être un cycle infini, en fait. Ça veut pas dire qu'on va réussir à le faire, mais on veut tendre vers ça, en fait. On veut tendre vers un système où on n'utilise pas d'énergie fossile, en fait. Que toute la bouffe soit produite seulement à l'aide de la photosynthèse, finalement.
Le seul apport énergétique, c'est la photosynthèse. Yes, et qu'il faudrait aussi que ça émette pas trop de gaz à effet de serre. Ah bah zéro. Donc c'est l'optimisation. Il faudrait que ça émette zéro. Ok, mais c'est deux choses différentes. On pourrait avoir un truc parfaitement soutenable, dans le sens où on n'apporte pas d'énergie extérieure, mais qui soit très polluant au niveau des gaz à effet de serre. Par exemple, si tu as plein de vaches et que ça émet plein de méthane. Bah, tu poses les bonnes questions. Hein. Tu poses les bonnes questions, c'est justement de ça dont on va parler. Ouais, ok. Mais là, effectivement, tu rentres dans les détails. On va rentrer dans les détails. Okay. Mais voilà, faut que ça soit clair que on est sur un système avec de l'apport extérieur d'énergie et ils veulent passer, à la limite, sur un système autonome. Ok, juste pour être clair sur l'apport extérieur, c'est principalement la production d'engrais. Ben voilà. Je te les donne, hein, les sources de gaz à effet de serre. Donc, on va adresser la problématique qui est: est-ce que les ruminants contribuent au réchauffement climatique? Et donc voilà, bon, ça on l'a entendu plein de fois, c'est assez connu, c'est que les vaches pètent du méthane et donc du coup ça contribue au réchauffement climatique. Bon, en fait, elles rotent du méthane, hein, voilà. Si on veut, c'est très important. Ouais, parce que voilà, vu que l'épais c'est rigolo, les gens ont tendance à voilà. Mais parce que je sentais que dans les commentaires il y allait avoir des mecs qui allaient nous faire ah oui, en fait, ce sont des héros. Voilà. Donc les sources principales de gaz à effet de serre dans le domaine de la nourriture, c'est quoi? C'était ta question. Donc il y en a 3. Hein. Donc la première source de gaz à effet de serre, c'est le CO2, donc tout ce qui est labourage, couper des arbres pour transformer des forêts en terres arables, brûler des énergies fossiles avec les tracteurs, les transports, fabriquer les engrais azotés, donc tout ça, ça émet du CO2. Le deuxième gros poste de gaz à effet de serre, c'est le méthane. Donc ça provient du riz et des rots des ruminants, principalement. Donc parce que ouais, ça c'est moins connu, mais les rizières ça émet pas mal de méthane aussi. Et le troisième gros poste, c'est le protoxyde d'azote qui vient du coup des engrais une fois qu'on les a épandus sur les champs. Voilà. On parle d'une moyenne, hein, c'est ça, sur tous les types de nourriture. Parce que genre sur les vaches, le méthane ça représente beaucoup plus que le. Ah oui, non mais si tu cultives des concombres, il y a pas de méthane, oui. Donc là, tu parles d'une moyenne. Ça, c'est la filière agriculture aujourd'hui. La filière agriculture exactement. En général. Okay. Oui, c'est tout à fait. Donc voilà. Et donc là, puisque monsieur voulait rentrer dans les détails, on rappelle que le protoxyde d'azote des engrais a un PRG, donc potentiel de réchauffement global, près de 300 fois supérieur au CO2. Donc c'est un gaz qui est 300 fois supérieur au CO2 en termes d'effet de serre. Et que le méthane, ça a un PRG, potentiel de réchauffement global, de combien, vous savez? 25. Moi j'avais mis 30 ans. Il me semble que c'est 28 si on veut tout à fait. Non, c'est 25. Mec. Putain, c'est 25. Putain, le mec il milite pour le bœuf. Il milite pour le bœuf. Et donc, putain, c'est le lobby de la viande quoi. Et donc, on rappelle, très important, que ce PRG ne veut rien dire si on ne lui associe pas une durée. Par exemple, le méthane a une demi-vie de 10 ans environ dans l'atmosphère avant de se retransformer tout seul en CO2. Et donc, quand on dit que le méthane a un PRG de 25, pour faire plaisir à Nicolas, c'est un calcul qui est fait sur 100 ans. D'accord? Donc, si tu fais le calcul sur 20 ans, c'est plutôt combien? Bah, je sais pas, beaucoup plus. Ouais, 80. 50, ouais, 80. Ouais, c'est dans les 80. Ouais, ok. Ah, je pensais pas que c'était... Ouais. Okay. Ouais. Pourquoi c'est 80, du coup? Bah, en fait, ce qu'il faut comprendre, malheureusement, c'est très important de comprendre ça pour bien comprendre la suite, c'est comment on calcule, en fait, ce PRG, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui sont perdus parce qu'ils disent, mais le méthane, ça a une demi-vie de 10 ans. Donc, au bout de 10 ans, concrètement, au bout de quelques 10 ans, il y en a plus. Ouais. Donc, pourquoi c'est x30 au bout de 100 ans? C'est débile. Mais c'est quoi déjà la demi-vie, en fait? La demi-vie, c'est en gros le temps moyen pour que une molécule de méthane se retransforme en CO2. Alors, je sais pas te donner la définition mathématique si t'as une tonne de méthane à T0, bah, dans 10 ans, t'en auras plus que 500 kilos. Et dans 20 ans, t'en auras plus que 250 kilos. À chaque fois, ça divise par deux. Il est chaud. Ouais, donc en fait, en gros, c'est le temps qu'il faut pour que la moitié de la quantité initiale du gaz se transforme en CO2. Exactement. Et ça se répète à l'infini. Exactement. Ouais. Mais du coup, sachant qu'il y a toujours du coup, en fait, il y aura toujours du méthane, même dans 1 million d'années, sur la base de la quantité de départ, puisque tu divises par deux tout le temps. C'est une exponentielle, quoi, qui tend vers 0. Ouais. Okay. Et donc... C'est marrant. Ouais, okay. C'est très drôle. C'est rigolo. Les exponentielles, c'est marrant. Non, mais c'est particulier. Ok, d'accord. Et donc, non, mais juste, donc là, quand je pète, par exemple, disons, j'émets je ne sais quel gaz. Ouais. Et en gros, ce gaz va perdurer éternellement en se divisant par deux tous les X temps.
Et sous forme d'exponentielle, quoi. À la fin, ça va tendre, il ne restera plus qu'une. Enfin, c'est un schéma mathématique. Donc Quand à la fin, il y en aura zéro. Quand t'as un truc qui se divise par deux, tous les x, ça va très vite, ça tend très vite vers 0 si t'as quelques x, quoi. Oui, ça tend vers 0, mais genre, il y aura toujours Il y a toujours un survivor. Ouais. Ouais, c'est ça. T'auras un représentant. Il y a toujours un représentant qui est là, ouais. Le prout que t'as fait tout à l'heure. C'est drôle, mais tu vois, il y aura aura toujours des microns, des microgrammes de machin, quoi. C'est ça. Ok, d'accord. Tout à fait. Et donc, ce qu'il faut comprendre, donc pourquoi est-ce qu'au bout de 100 ans, on dit que le PRG du CO2 c'est 25, alors que bah, c'est 10 demi-vies quand même, donc c'est chelou, il y en a plus. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le PRG, en fait, c'est la division de deux intégrales. Donc, en gros, tu regardes tous les watts que le méthane a renvoyé depuis 100 ans, et tu divises ça par tous les watts que le CO2 aurait renvoyé depuis 100 ans. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, en gros, c'est en 100 ans, combien ton méthane a contribué plus au réchauffement que du CO2, quoi. Bah, c'est parce que tu fais une intégrale, quoi. Tu fais une intégrale pour les maths. Tu fais une intégrale de 0 à t, t égale 100. Et dans l'intégrale, si ça vous intéresse, il y a du coup la quantité de méthane et ça a une fonction x de t qui est en gros ça vit dans l'atmosphère, quoi. Et donc 25, c'est calculé sur 100 ans. C'est sur 100 en comparant avec du CO2 sur 100 ans. Exactement. Et 80, c'est si tu fais l'intégrale de 0 à 20 ans. Ah. Voilà. Très intéressant. Bah, c'est vachement important parce que vu que aujourd'hui les échelles de temps à 20-30 ans c'est déjà la merde. Tout à fait. Quand on prend 100 ans, quand on prend 25, quelque part on minimise l'impact. Quand on prend 100, on minimise l'impact. Quand on prend 100, quand on prend le facteur à à 25, le fois 25, on minimise l'impact dans 30 ans. Oui. Et vu que dans 30 ans c'est déjà vachement le bordel, c'est quelque part on se cache un peu le problème. Tout à fait. Tout à fait. Donc une fois qu'on a compris ça, on peut juste rappeler que l'élevage c'est 14% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde sur 100 ans, quand on fait le calcul sur 100 ans. Sinon c'est beaucoup plus. Et souvent on compare ça au transport qui eux représentent 14% des émissions. Donc c'est kiff-kiff. La première remarque des auteurs, remarque un peu de merde je trouve, c'est que les 14% issus de l'élevage, c'est un chiffre obtenu, il faut le rappeler, en tenant compte de tout le cycle de vie. Donc faire pousser la nourriture, l'amener aux animaux, les animaux eux-mêmes, l'usine de transformation, voilà, tout ça. Alors que les 14% des transports, c'est juste l'émission, c'est pas la métallurgie, la fabrication des transports, toute l'industrie, voilà. Donc bon, ok. Si on fait pas l'analyse en cycle de vie, l'élevage c'est 5%. Bon, je sais pas si c'est une remarque très, très intéressante, mais au moins ça permet de préciser de quoi on parle, quoi. Donc 5% sans tout le cycle de vie, hein, l'élevage. Donc voilà, premier argument, mais qui moi m'excite pas plus que ça. Ensuite, il y a un argument qui moi commence à m'exciter un peu plus, c'est que ils expliquent que du coup on compare pas la même chose quand on compare les transports et les animaux, parce que selon eux, si on utilise des énergies fossiles pour fabriquer de l'engrais, qu'on utilise cette énergie pour fabriquer la nourriture des vaches, et que ce carbone qui était sous terre finalement se retrouve dans l'atmosphère, c'est clair que c'est pas cool en fait, c'est pas une boucle fermée, hein. On prend des choses sous terre, on les met dans l'air. Par contre, si la vache mange du carbone qui est dans l'herbe, que ce carbone a été capturé par photosynthèse, que la vache elle rote et chie du méthane, et que le méthane se décompose en CO2 au bout de 10 ans, qui lui-même va être recapturé par l'herbe puis remangé par la vache, c'est beaucoup moins évident en fait qu'on est sur un même problème en fait. Faut commencer à réfléchir un peu. Enfin, on sent qu'il n'y a pas le même paradigme en tout cas entre les deux systèmes, quoi. Oui, mais sauf que la vache émet quand même du méthane, alors qu'avant c'était du CO2. Donc du coup le pouvoir réchauffement est beaucoup plus fort. Voilà. Donc si tu calcules juste comme ça, la remarque est pas hyper pertinente par rapport à ça. Ouais, c'est là-dessus qu'il va falloir qu'on réfléchisse un peu, c'est qu'effectivement, et ça c'est une des remarques de Jean Covici aussi, c'est que en fait la vache est convertie en fait du CO2 en méthane, et c'est pas de chance, ça convertit en un truc qui réchauffe plus, et pendant les 10 ans où il est dans l'atmosphère, bah en fait il fait chier ce méthane. Moi je suis d'accord avec Jean Covici. Toujours. D'accord, c'est bien. Donc en effet, déjà, on voit que il y a un premier argument qui est de dire, bah, il y a un système où on prend sous terre, on met dans l'air, et il y a un système où c'est quand même un tapis roulant, quoi. Il y a un système où c'est un cycle, en fait. Et donc, ce qu'ils disent, c'est que si on prend des vaches qui sont élevées à l'herbe, voilà, donc les émissions de méthane, ça devient un processus purement biologique qui s'inscrit dans un cycle en boucle fermée. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous avez une quantité X de ruminants nourris à l'herbe sur Terre, constante, pendant 1 milliard d'années, vous pouvez voir le calcul, hein, la quantité de méthane dans l'air, elle est constante en fait. Est-ce que ça vous paraît logique?
Bah oui, c'est constant, quoi. C'est constant. C'est tautologique. Bah non, mais je sais pas. Enfin, moi, je l'avais pas du tout en tête parce que moi, je pensais que les vaches c'était des usines à émettre du méthane et que plus on en avait, plus le méthane se stockait dans l'atmosphère. Si vous avez X millions de vaches sur Terre, pendant 1 milliard d'années, votre taux de méthane dans l'air il est constant, puisque c'est un cycle en fait. Ce qui est pas forcément. Moi, j'avais pas du tout ça en tête. Enfin, honnêtement, c'est pas du tout comme les bagnoles où tu veux pas chercher sous terre, tu mets dans l'air. Donc, voilà. Donc ça, faut bien que ça soit clair. Et donc, on se dit que si les ruminants nourris à l'herbe, par exemple, c'est quelque chose qu'on voulait déployer, on pourrait se dire, faudrait limite avoir des quotas par pays, car plus on en a, en fait, sur Terre, plus le taux constant de méthane est grand, et moins on en a, plus le taux constant de méthane est bas, quoi. Donc, moi, cette espèce de vision de tapis roulant, en fait, je l'avais pas forcément en tête. Je sais pas, genre, ça a l'air d'être clair pour Nico, mais je sais pas si pour toi c'est clair, Georges. Non, moi, j'étais pas au courant. Non, mais d'accord, c'est intéressant. C'est pas un... C'est pas une accumulation, en fait. En gros, sur des échelles de temps longs, à nombre d'individus constants, en fait, ta quantité de CO2 émise, elle est constante, quoi. C'est ça. Et c'est pas si long que ça, parce que c'est 10 ans à la demi-vie, donc au bout de... Enfin, voilà, c'est au bout de quelques dizaines d'années, en fait, t'as atteint l'équilibre de... Voilà. Ça, si t'as 1 milliard de vaches, et que ça reste 1 milliard, dans 30 ans, ton méthane, c'est ton méthane, quoi. Tu vois le truc. Donc voilà, déjà, je trouve que c'est un truc intéressant quand même de se dire qu'on n'est pas tout à fait sur la même parce qu'en fait ce que tu disais c'est que le méthane du coup il se transforme en CO2 et après le CO2 est capté par photosynthèse dans l'herbe. D'accord, ok. En gros quand tu prends ton carbone de la nature quoi, donc des arbres ou de la prairie ou n'importe quoi, ça reste dans un cycle et du coup sur le long terme ça change pas grand chose. C'est pas la même chose que quand on consomme des carburants fossiles ou qu'on produit des engrais à partir de ressources fossiles. En gros, émettre du carbone sur la base de matière organique, enfin de plantes, quoi, on va dire. Du coup, c'est pas la même chose que d'émettre du carbone sur la base de trucs que tu sors de terre, quoi. Ça demande de réfléchir un peu à ce qui est en train de se passer, quoi. Parce que les trucs que tu sors de terre, en fait, ils seraient restés là plus ou moins éternellement. C'est ça la différence. Alors que, d'accord. Il y a le réveilleur qui fait une bonne vidéo là-dessus. Il explique très bien ça. Sur quel sujet sur ça, justement, les différences d'origine du CO2, quoi. Le CO2 qui vient des ressources fossiles versus le CO2 qui vient des arbres. Ah, d'accord, ok. Et tu as le nom de la vidéo ou un truc? Je m'en rappelle plus, mais on pourra la mettre en annexe. Ça marche. Bon, après, il faut garder en tête que notre raisonnement, il fonctionne toutes choses égales par ailleurs, c'est-à-dire il faut que l'herbe soit toujours là, il faut que la quantité d'individus de vaches, elle augmente pas, etc. Ah oui, non, mais tout à fait. Mais je trouve qu'en première approximation, de comprendre qu'en gros, le nombre X de vaches, en fait, il dicte ta quantité Y de méthane, en gros, déjà, ça aide un peu à simplifier. Ouais, c'est ça. Voilà. Et puis, c'est intéressant de se dire que, voilà, l'origine du CO2 est importante. Alors que ta quantité X de voiture, si elle marche au pétrole, en fait, t'as une quantité Y de CO2, mais qui fait qu'augmenter, en fait. Oui. Voilà. Alors, c'est pas pareil. Un truc intéressant du coup, c'est que on peut faire un raisonnement avec les États-Unis. Aux États-Unis, il y a 95 millions de vaches aujourd'hui d'élevage. Et en fait, pardon, juste pour revenir sur l'histoire de si tu prends d'énergie fossile versus des plantes. En fait, si tu prends de l'énergie fossile, c'est un problème parce que la source d'énergie fossile ne recapte pas le CO2 en fait que tu as émis. Oui, c'est ça. Alors que les plantes, la source d'énergie fossile, la plante elle va repousser, elle va recapter ultérieurement. Oui, c'était du carbone qui était déjà dans un cycle. Et sinon l'autre, t'as une source externe où tu rajoutes une quantité de carbone qui n'était pas là avant, quoi. Et qui du coup pourra pas être stocké parce qu'il stockait avant. Oui, c'est ça. Exactement. En fait, c'est que le lieu de stockage du CO2 qui va plus tard être transformé en énergie et réémis. En fait, le distinguo, c'est qu'il y a le lieu de stockage de CO2 ne réabsorbe pas. Genre le puits de pétrole, il réabsorbe pas. Exactement. Alors que dans l'autre, la plante, ça réabsorbe. Donc ça reste dans un cycle. C'est le message. Dans toute chose égale par ailleurs, si tu mets du CO2 qui vient du charbon, ça voudrait dire qu'il faudrait avoir plus d'arbres que ce qu'il y avait avant pour avoir la même quantité de CO2 dans l'atmosphère. Et donc là, avec mes histoires de quotas, je me suis posé la question, du coup, il y a combien de vaches aux US? Donc il y en a 95 millions aujourd'hui. Et on peut comparer ça à ce que, pour le fun, à ce qu'il y avait comme ruminant aux US en 1800. Donc, c'est moi qui ai mis 1800 arbitrairement, mais non, j'avais envie de dire avant que Homo sapiens ne défonce tous les ruminants, quoi, en fait. Donc, il y avait 30 à 60 millions de bisons, d'après les estimations, 10 millions d'élans, 40 millions de cerfs, 35 à 100 millions d'antilopes et de caribous.
Donc, si demain les US disent, bah nous, on a le droit d'avoir 100 millions de vaches nourries à l'herbe parce que en fait, on a poncé tous les bisons et les caribous. L'un dans l'autre, moi, je le vois un peu. Enfin, c'est un argument que je pourrais entendre. C'est quelque part, ils sont restés dans leur quota, quoi, de ruminants, quoi. Enfin, moi, l'argument, je l'entends pas, parce qu'aujourd'hui, avoir 96 millions de bœufs, ça fait quand même émettre beaucoup plus que non, de pas avoir... C'est sûr que si ça passe à zéro, tu mets un coup dans tes quantités de méthane et tu réduis ton réchauffement climatique. Ouais, voilà. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est ça. Quoi qu'il arrive. Donc, ça, faut que ça soit un fait. Maintenant, voilà, ce que je peux entendre, c'est que, en gros, la planète comme elle était avant, si tu rajoutes pas plus de ruminants, après tout, oui, pourquoi pas faire la comparaison, mais finalement ça complexifie un peu le message, qui est que bah quand même, si t'enlevais ces 96 millions de ruminants aujourd'hui aux États-Unis, bah t'aurais beaucoup moins. T'aurais moins de méthane. T'aurais moins de méthane, t'aurais moins de gaz à effet de serre. Ouais. Et aujourd'hui, il faut agir sur tous les leviers d'action. Mais là, je pense que t'as un avis qui diverge de celui des auteurs, parce que tu vois, eux ils disent, ils illustrent avec quelques comportements absurdes. Ils disent, on a trouvé une population de fruits de mer dans la mer Baltique. Qui produisent une énorme quantité de méthane, et aujourd'hui personne se dit qu'il faut absolument aller les défoncer avec un tanker qui racle le fond de la mer. Ils disent, ils ont probablement des fonctions utiles dans l'écosystème. Premier exemple, et deuxième exemple, ils disent le Green Party en Suède encouragerait apparemment les citoyens à flinguer le plus d'élan possible, car ils émettent du méthane. J'ai pas vérifié si c'est vrai, mais en tout cas si c'est vrai c'est marrant. Mais tu veux, ils mettent un peu des exemples absurdes pour dire est-ce que c'est vraiment ça qu'on a envie de faire sur Terre, de défoncer tous les trucs qui s'inscrivent dans un écosystème Ouais, mais sauf que du coup, je trouve l'argument pas bon parce que ils disent ça casse les écosystèmes. Enfin, aujourd'hui, l'élevage intensif tel qu'il existe aujourd'hui, c'est pas du tout un écosystème, c'est des monocultures. Ils sont contre l'élevage intensif, oui. Donc c'est pour ça que je l'ai rappelé au début, attention, effectivement. Oui, mais on pourrait jamais avoir le même nombre de vaches que 96 millions de vaches si c'était pas en élevage intensif. Enfin, à mon avis, ça, je connais pas les chiffres. On va parler, c'est un autre sujet. Okay. Mais voilà, je trouve que, enfin, moi, je trouve que c'est à méditer, en tout cas. Enfin, moi, ça a fait évoluer ma perspective qui était bête au début, qui était de dire, la vache, elle proute, ça fait du méthane, et plus t'en as, plus ça s'accumule, quoi. Enfin, c'est un point de vue intéressant. Voilà, Non, mais même, enfin, c'est vrai que je trouve que ça permet de mieux comprendre un peu la mécanique du truc. Ouais, c'est ça. Mais là, moi, je rejoins quand même Nicolas sur le fait que, enfin, c'est intéressant de mieux comprendre un problème, mais c'est aussi intéressant de garder un message un peu limpide et de pas le brouiller, tu vois. Et c'est vrai que, genre, la population aujourd'hui de vaches, c'est essentiellement de l'élevage intensif, tu vois. Ouais. Et donc oui, potentiellement, la vache peut avoir une contribution à l'écosystème comme n'importe quel autre animal, et que c'est important de préserver les écosystèmes, mais tu vois, ça n'a rien à voir avec ce qui est fait aujourd'hui, quoi. Et c'est pour ça que de comparer la quantité de vaches aujourd'hui versus la quantité qu'il y avait auparavant de toutes les espèces, enfin bisons et je sais pas quoi, et de dire que du coup le quota est préservé, c'est un peu malhonnête intellectuellement, parce que tu vois ce que je veux dire. Je sais pas, parce que il y a d'autres choses après qu'on apprend qui sont intéressants. Mais c'est pour ça aussi que j'ai bien voulu préciser au début qu'ils étaient contre l'élevage intensif, parce que pour pas brouiller les messages. Et on va en reparler effectivement de c'est quoi le message en fait. Oui, c'est ça. Après, là c'est intéressant parce que tu vois, genre je pense qu'on est tous à l'écoute et on aime bien comprendre, etc. Mais tu vois, genre je trouve que c'est typiquement le genre d'argument qui pourrait être utilisé par des lobbyistes, tu vois, pro machin, pour un peu fabriquer le doute et dire mais regardez, en fait c'est un cycle fermé, mais regardez, en fait il y a la même quantité de bovins qu'auparavant, tu vois, et en fait ça c'est insidieux, tu vois, ça induit le doute dans l'esprit des gens, et finalement ça génère de l'immobilisme chez le législateur ou chez les populations. Et en fait, c'est absolument pas ce qu'il nous faut. Je trouve ça intéressant que tu trouves que ça soit insidieux, justement, parce que ça donne un peu une image à un tenté de ta réflexion, là. Et on va essayer de voir est-ce que finalement ils arrivent à la faire évoluer, en fait. Mais moi, j'étais un peu comme toi, J'étais un peu comme toi. Et donc, un autre point qu'ils vont développer sur le sujet du réchauffement climatique, c'est les vaches, est-ce que ça peut séquestrer du carbone ? Donc il donne des ordres de grandeur. Donc la planète Terre elle séquestre 3200 gigatonnes de carbone, et il y a 2700 gigatonnes dans le sol apparemment, et seulement 500 gigatonnes dans les plantes et animaux combinés. Et donc on voit que le sol il est assez chaud en termes de séquestration. Tu veux dire ça séquestre cette quantité tous les ans, ou il y a c'est dedans? Non, c'est dedans. Le stock. C'est le stock, c'est pas le flux, quoi. Oui. Ah oui, je pense, oui. Oui, non, c'est pas un flux, oui. Okay. Et donc, juste pour ordre de grandeur, ils disent pour inverser le changement climatique, il faudrait séquestrer 700 gigatonnes.
Donc je crois que c'est pour ça que Jean Covici dit les arbres c'est mort quoi. Enfin en gros, si déjà dans tous les arbres c'est 500, 700 gigatonnes c'est mort. Donc quel rapport avec les vaches nourries à l'herbe rentre en jeu un concept qui est pas mal étudié en ce moment, qui s'appelle le AMP, qui est le Adaptative Multipaddock Grazing. Et en fait c'est une pratique qui consiste à faire paître les vaches dans un enclos, et puis de bouger cet enclos sur une zone adjacente d'herbe, avant que les vaches aient défoncé toute l'herbe, et ainsi de suite. Et en fait, ça permet de profiter d'une caractéristique intéressante de l'herbe, qui est que quand elle est longue mais pas trop, en fait, elle pousse super vite et elle crée des grosses racines assez vite. Et en fait, ce phénomène-là capture du CO2, hein, toutes ces racines qui restent sous terre. Et donc, bonus, les vaches font caca et pipi sur l'herbe, piétinent les sols, tout ça. Et en fait, cette pratique, ça s'appelle régénérer les sols, donc ramener des nutriments, ramener la vie dans le sol. Et on a maintenant quelques études qui montrent que cette régénération des sols permettrait, je dis bien permettrait, de séquestrer du carbone. Donc je vous mettrai les références, là je vais juste vous donner les résultats des études. Les études en question montrent que de régénérer les sols, ça permettrait de compenser les émissions de méthane des vaches. Donc par exemple, par kilo de nourriture sur 100 ans, ils affirment que le bœuf conventionnel, donc en élevage intensif, ça émet plus 33 kg d'équivalent CO2, le porc plus 9, le poulet plus 6, le burger végétal plus 4, le soja plus 2, et que le bœuf fini à l'herbe avec la technique de l'AMP sur un sol dégueulasse, torché, régénéré, ça serait moins 3,5 kg de CO2, donc on en capture. Voilà. Moi je pense que cette étude c'est un peu du bullshit, parce que probablement que les calculs, ça doit se tenir. Le gros contre-argument de ça que j'ai vu sur les forums vegan, c'était que c'est fait sur 100 ans et pas sur 20 ans. Donc évidemment, si tu fais sur 20 ans, le méthane, ça change les chiffres du coup. Voilà. Et je trouve que c'est aussi un peu du bullshit dans le sens où une fois que tu as régénéré tes sols, et l'ordre de grandeur ça a l'air d'être 10-15 ans, c'est fini. Voilà. Donc peut-être que c'est négatif sur 100 ans, puis après ça redevient positif les plus l'infini prochaines années, quoi. Voilà. Enfin, moi je suis pas hyper séduit par cet argument-là. Je suis beaucoup plus séduit par le fait que quand je régénère les sols, je ramène des nutriments, je ramène de la biodiversité. Enfin voilà, je rends tout un tas de services écosystémiques. Et bon, en bonus, ok, si le sol il est défoncé, il va capter du CO2. Mais en plus, tu as besoin de beaucoup plus de surface, non? Parce que ça veut dire qu'il faut... Tu as des surfaces dédiées où tu vas faire tourner des bœufs. Mm-hmm. Et du coup, ça va prendre énormément de surface qu'on pourrait utiliser pour faire d'autres choses. Non? Alors, ça fait gagner 50 à 100% de surface par rapport à un pâturage classique. Un pâturage classique, le problème, c'est que les vaches, bouffent d'abord les herbes qu'elles préfèrent, font un peu nimp. Toute la stratégie, en fait, c'est d'optimiser le truc, quoi, pour te servir de la pousse maximale de l'herbe. Ouais, mais c'est une optimisation. Hein. Est-ce qu'on capterait pas plus de carbone en faisant pousser, par exemple, des arbres? En disant, je sais pas, j'ai 1 hectare de terre, et je vais essayer de produire une certaine quantité de bouffe. Est-ce que c'est pas mieux de produire des champs et avec la partie qui est pas utilisée par les vaches, de mettre des arbres qui vont capter beaucoup plus de carbone, je pense, que l'herbe. C'est une question que je me suis posée, mais je suis pas sûr, parce que au vu des chiffres de ce qui est capté dans le sol et qu'on a dit tout à l'heure, et de ce qui est capté par les plantes, c'est pas forcément évident que ça soit mieux. Parce qu'à mon avis, pour moi, c'est la question clé, elle est là-dessus. C'est aujourd'hui, j'ai une certaine surface. Comment je fais pour maximiser ce que je produis, maximiser la quantité de nourriture que je produis, tout en maximisant la quantité de CO2 émise, ou en minimisant la quantité de gaz à effet de serre émise. Et ce qui serait intéressant, c'est de comparer avec ça. Est-ce que mettre des arbres ou d'autres plantes qui séquestrent le CO2, ça serait pas plus efficace que de faire ça? Non, c'est un bon argument, mais encore une fois, on va voir tous ces arguments-là, mais eux, ils vont te dire que ça permet de valoriser les prairies, de faire de la nourriture pour les humains, ça permet de... de régénérer les sols, on va en parler. On va en parler. Je n'ai pas la réponse de est-ce que la forêt c'est mieux que le sol, que le sol avec AMP. Ça serait mais en fait, moi j'ai une critique un peu plus globale. Après, on n'a pas fini le bouquin, etc. Vas-y. Mais genre, tu sais, j'ai l'impression que c'est un truc qui va un peu à l'encontre du sens de l'histoire, dans le sens où, tu vois, genre c'est un peu abstrait ce que je veux dire, mais tu vois, genre, t'as un problème majeur, tu vois, qui est genre le réchauffement climatique et le fait que dans 40 ans, on est tous dans la merde, tu vois. Et genre,
Et par ailleurs, t'as genre l'élevage intensif, qui est un truc d'actualité que tout le monde pratique, qui est la norme aujourd'hui, où on sait qu'elle contribue grandement à ce problème, tu vois. Et en gros, c'est un bouquin j'ai l'impression que genre l'entreprise du bouquin, c'est de dire que oui, l'élevage intensif, en gros, c'est de la merde, mais on pourrait faire autrement, et du coup, cet autrement, enfin, ça permettrait, enfin, en gros, la vache peut être utile, ou la viande rouge peut être utile dans certaines circonstances, dans telle circonstance. Tu vois. Je suis d'accord, mais genre, enfin, je pense qu'ils ont creusé le problème plus que moi, et donc je pense que ça peut rendre des services écosystémiques, je pense que ça peut régénérer les sols. Mais aujourd'hui, pardon. Mais aujourd'hui, c'est pas ça le problème. Enfin, aujourd'hui, le débat, c'est pas de défendre l'inexistant ou ou ce qui représente 1% de l'élevage, qui est genre l'élevage sain, écosystémique, ou selon les techniques que tu décris. Enfin, le problème aujourd'hui, c'est plutôt de combattre le 99% d'élevage intensif qui est néfaste, tu vois. Et c'est pas de dire, il y a dans certains cas des contributions. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Oui, mais je pense que en fait la grande critique et ce qui les embête et d'où vient leur démarche en fait, c'est que les gens, eux, ce qui les embête, et après ça se débat, c'est que les gens combattent pas l'élevage intensif, oui. Les gens combattent la viande en général. D'accord. Voilà. Alors que eux, ils disent que c'est beaucoup, ils vont essayer de le démontrer, que c'est beaucoup plus intéressant de bouffer un bœuf élevé de façon régénérative sur des prairies que tu pouvais pas valoriser autrement. Un Impossible Burger, tu vois. Ouais, mais ça reste à la marge, parce que c'est sur les prairies que tu pourrais pas valoriser autrement, quoi. On va en parler. Ouais. Moi, je rejoins pas mal Georges sur le fait qu'on brouille un message sur une question qui est cruciale et pour laquelle, moi, à mon avis, il faudrait qu'on soit limpide. Ouais. Et après, genre, je pense que la plupart des choses qu'ils disent, c'est vrai. Enfin, tu vois, j'en sais rien, mais moi, je trouve ça plutôt crédible, voilà. Et je trouve ça bien. Mais je trouve qu'ils se trompent de problème, quoi. Genre, ils sont en train d'être pointilleux, si tu veux, comme tu dis. Genre, ils trouvent que le problème, c'est que les gens combattent la viande en général, alors qu'ils devraient combattre plutôt l'élevage intensif et favoriser, machin, tu vois. Et je trouve qu'ils sont un peu pointilleux et ils ont une forme de rigueur sur enfin, et à mon sens, c'est pas le sujet, quoi. Genre, si les gens combattent la viande en général, c'est pas plus mal. Enfin, tu vois, c'est pas grave que les gens se fourvoient un peu sur ça. Eux, ils pensent que c'est grave. Ok. Mais on n'a pas fini encore une fois, mais eux, ils pensent que c'est grave. Ouais. Ok, ça marche. Donc voilà. Donc moi, c'est vrai que j'étais pas séduit par l'histoire de capture de carbone. Les études ça, je trouve, c'est des études un peu à la con. Mais tu connais un peu les études. Elles sont. Enfin, c'est un mec qui a fait une étude dans son coin où il y a eu des méta-analyses. On sait si c'est crédible un peu. Bon, là, il y a 2 études. Non, je sais pas si c'est crédible. Je sais pas si c'est crédible et en fait, je m'en fous un peu, si tu veux, parce que je suis pas séduit par l'argument, en fait, si tu veux. Donc, nice to have. T'as régénéré des sols, t'as capturé du carbone. N'empêche que dans 10 ans, ça repart comme avant, tu vois. Donc, je trouve pas que ce soit central au raisonnement. Et, tu vois, donc moi, j'ai envie de leur accorder. J'ai envie de dire, ok, bah, quand bien même, tu vois, ton sol, il est dégueulasse. Tu viens, tu remets de la vie dedans. Ok, t'as peut-être capturé du carbone, why not, tu vois, genre, à aucun moment c'est la clé de voûte du truc. Hein. Bah, je sais pas, moi je trouve que c'est important. Si on arrive à démontrer que, bah, pour certains types de terrains, c'est le plus efficace d'un point de vue nutritif et CO2, c'est de mettre du bœuf. Ouais. Bon, pourquoi pas? Et du coup, ça serait intéressant de dire, bah voilà, dans ces cas-là bien précis, ça vaut le coup de mettre du bœuf. D'accord. Je pense que c'est bien d'avoir les vrais chiffres. Moi, de ce que j'ai vu, parce qu'il y avait des interviews aussi des mecs du GIEC qui en parlaient de ces trucs-là, ils avaient l'air de dire que oui, mais c'est dans des cas hyper précis, machin, aux US et tout. Voilà, tu vois, bon, mais c'est les balbutiements un peu, si tu veux, de ce genre de pratique encore. Donc, il faut beaucoup d'études pour dire est-ce que l'AMP c'est optimal, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux faire pour optimiser. Ça vient de sortir, hein, c'est pas, tu vois. Ouais, ok, bon, du coup ça renforce un peu ce que disait Georges du fait que c'est vraiment quelque chose qui sera un peu à la marge et que le problème aujourd'hui, bah, il est quand même. Mais je pense que c'est pas la clé de voûte du raisonnement. Honnêtement, je trouve ça un peu. Moi, je trouve ça un peu bullshit. Enfin, c'est nice to have, quoi, mais voilà. Voilà. Et donc moi voilà, j'étais beaucoup plus séduit par l'argument de la vache nourrie à l'herbe qui s'inscrit dans un écosystème, on l'a dit, qui régénère les sols, qui ramène la biodiversité. Il y a aussi un apport qui est assez intéressant, c'est la résistance aux sécheresses et à l'érosion. C'est-à-dire qu'il y a une vidéo donc ça permet de capter toute l'eau de pluie quand tu restaures tes sols. Et donc il y a une vidéo qui s'appelle les Soil Carbon Cowboys, je crois, sur YouTube, et où t'as des mecs dans des zones des US ultra sèches, qui genre étaient dans la merde, soi-disant,
Et du coup, maintenant, ils ont fait du regenerative agriculture, et du coup, maintenant, ils arrivent à cultiver plein de trucs avec pas beaucoup d'eau. Et donc, tu vois, genre, il y a Robert, et genre, il y a une jauge, genre, 4 inches of rain annual, machin, et il est là, yeah, I have 4 inches. Bon, ouais, bah, c'est un peu le serpent qui se mord la queue, parce que de l'autre côté, ça émet plus de méthane, donc ça renforce le réchauffement, donc il y a moins de pluie dans les zones sèches. Et après, du coup, tu mets des vaches pour compenser ça. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Enfin, c'est un cercle vicieux, quoi. Et donc, ils disent, les auteurs, ça c'est leur phrase favorite, ils disent, it's not the cow, it's the how. Donc, ce n'est pas la faute de la vache, c'est la faute de comment on l'élève, voilà. Et donc, ça, c'est les histoires de gaz à effet de serre. It's not the cow, it's the how. Et je rajouterais pour finir, voilà, qui cite une étude intéressante. Donc, moi, je l'ai lu, l'étude, et la méthode m'a pas choqué. White and All, Nutritional and Greenhouse Gas Impact of Removing Animal from US Agriculture. C'est une étude qui a montré que éliminer l'élevage aux US diminuerait les gaz à effet de serre des US de 2,6%. Voilà, et donc c'est pour chiffrer un peu, bah, qu'est-ce que ça donnerait du coup de supprimer l'élevage. Attends, il dit quoi, supprimer l'élevage? Ça réduit les émissions de gaz à effet de serre de 2,6%. Et en gros, le calcul, c'est de dire que c'est 10% des gaz à effet de serre des US, l'élevage. Ok. Et que du coup, l'agriculture, pardon. Okay. C'est 10%. Que du coup, si t'enlèves l'élevage, ça t'enlève la moitié de ces 10%, donc 5%. Et après, dans l'étude, ils rajoutent des fanfaronnades, du coup, en disant, bah, puisque t'as enlevé l'élevage, il faut rajouter de la bouffe ou je sais pas quoi, et donc, du coup, ça fait dans les 3%, quoi. Voilà. Ok. Enfin, c'est un peu en contradiction avec les chiffres que tu citais au début. Où 14%. Bah, l'élevage, c'est en gros 14,9, 15%. Il y a une étude qui dit ça, et la part des bovins dedans, c'est les 2/3, donc c'est 10. Ouais, bon, peut-être que c'est pour le cas des US, je sais pas. Ouais, et puis ils ont dû prendre les chiffres ouais, peut-être. la fourchette basse qui les arrangeait. Peut-être que c'est sans le cycle de vie aussi. Ce qui pourrait faire sens, parce que si tu mets pas de cycle de vie, t'as toujours le même cycle de vie sur les aliments non de viande, donc je sais pas. À voir. Okay. C'était pour rajouter ça. Est-ce que tout ça sur les gaz à effet de serre, je vois que ça fait pas mal de débats, est-ce qu'au moins c'est compris avant de passer à la suite, vous avez compris Bah moi je comprends la logique, je trouve qu'ils ont des points de vue qui peuvent être intéressants, mais je suis d'accord sur le fait que on se trompe un peu de problème. On se trompe de quoi ? On se trompe de combat, et j'ai l'impression que globalement, à part des cas hyper précis, où toi c'est de la terre où on peut mettre que de la prairie qui est déjà sèche, machin, ça pourrait être plus intéressant d'un point de vue optimisation de la quantité de bouffe que tu produis, divisé par la quantité de gaz à effet de serre que tu émets. J'ai l'impression que ça c'est des cas à la marge, et que du coup on se trompe de problème, et qu'on brouille un message qui est vachement important, qui est globalement aujourd'hui tu manges moins de bœuf, tu contribues à la diminution du réchauffement climatique. Ouais, et puis je pense que je trouve que je pense qu'aujourd'hui, vu comment on est dans après, je sais pas, mais si t'es quelqu'un qui partage le constat qu'il y a un énorme problème écologique et que, il faut utiliser un maximum de leviers pour réduire la quantité de gaz à effet de serre émis très rapidement dès aujourd'hui, parce que très probablement dans 40 ans, on est déjà dans la merde, etc. Et comme t'expliquais, les demi-vies, etc. Ce qui est émis aujourd'hui, c'est déjà trop tard, machin. Si t'es un mec comme ça, bah, pour moi, à mon sens, même en tant que scientifique et en tant que chercheur, tu vois, c'est un peu une perte de temps de chercher à mieux expliquer certains problèmes et d'essayer de rectifier une perception des gens, tu vois ce que je veux dire, Mais pour moi, la logique, elle est implacable, hein. Si tu mets 0 vache, tu creuses un énorme trou dans la quantité de méthane constante dont on parlait tout à l'heure, et ça va beaucoup mieux au niveau réchauffement climatique. Donc ça, la logique, elle est implacable. Ouais, c'est ça. Enfin, je trouve que, tu vois, ces chercheurs-là, ils perdent un peu leur temps dans la priorisation de ce qu'ils devraient faire, tu vois. Écoute, et même, ils sont contre-productifs, parce qu'en vrai, c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est vachement intéressant. C'est que des gens vont utiliser cet argument. Les lobbyistes de la viande, c'est sûr et certain, ils vont utiliser cet argument. Et c'est dangereux. Et c'est d'autant plus dangereux que moi, j'ai appris quelque chose de vachement intéressant. C'est que les calculs, ils sont faits sur 100 ans. Et le fait que sur 25 ans, en fait, on a des pouvoirs sur 20 ans, si tu prends une durée plus courte, on a un pouvoir réchauffant beaucoup plus fort. Il est crucial, parce qu'on est là aujourd'hui, on est dans la merde. Dans 30 ans, c'est la hesse. Ça c'est implacable, hein, comme argument, de toute façon, que si on veut mettre un gros coup dans le méthane, avoir 0 vache, ça met un gros coup dans le méthane. Moi, je questionne la démarche, tu vois. Je me dis, là, t'es un scientifique, réputé, tu vois, donc normalement, t'es un peu sensible à l'avenir du monde, tu vois, et t'es mieux positionné que l'écrasante majorité de la population pour connaître les détails du problème, tu vois. Et est-ce que tu dédies ton énergie et ton effort
à genre brouiller le message ou à apporter des arguments potentiels à tes adversaires par souci de rigueur scientifique ou de ouais, tu vois ce que je veux dire, ou est-ce que tu dédies ton effort à voilà genre non, moi j'aime bien la rigueur. Ils sont financés par Charal, mec, c'est sûr. Non mais tu vois, sûr. donc au-delà, tu vois, moi je suis naïf, tu vois, je présuppose que leur démarche est sincère et que voilà, ils sont financés par personne et que juste ils ont le souci de la rigueur scientifique, tu vois. Et ils sont là, oui, attention, ce n'est pas la vache, c'est plutôt l'élevage. Ok. Mais genre, enfin, je trouve qu'ils se trompent de démarche, quoi. Genre. Écoute, non, mais d'accord. Enfin, il me vénère. Il me vénère. Ça y est, on s'est lâché. Est-ce que les ruminants... Mais pardon, n'empêche que voilà, on apprend quand même des trucs intéressants. Bah oui, c'est ça. Le truc, c'est que peut-être que malheureusement de donner ces arguments au monde entier, c'est contre-productif. En tout cas, moi, ça m'intéresse vachement, quoi. Ouais. Malheureusement. Donc, est-ce que les ruminants ne seraient-ils pas inefficient en termes de conversion de ce qu'ils mangent en viande, d'accord? Donc combien il faut de nourriture pour faire du bœuf? Donc en général, il y a un argument qui est de dire c'est con de donner de la bouffe à des animaux, de la bouffe pour humains, et de mal la convertir en viande parce que la bouffe c'est un luxe. Et donc en général, on entend souvent qu'il faut 12 kilos de nourriture animale pour produire 1 kilo de bœuf. Je sais pas si vous avez déjà entendu ce chiffre-là. Enfin, de nourriture végétale, 12 kilos de céréales pour produire 1 kilo de bœuf. Non, c'est 12 kilos de nourriture animale pour produire 1 kilo de bœuf. Mais ça veut dire quoi, 12 kilos de nourriture? Ça veut dire qu'il faut mettre, pour produire 1 kilo de bœuf, il faut mettre 12 kilos de céréales en grains non, justement, c'est ce que je vais expliquer. Ah ok, c'est bon, okay. C'était pas une coquille. Ouais. Donc, en effet, ils disent les poules et les cochons, par exemple, qui sont de la famille des monogastriques, sont nourris avec de la nourriture qui pousse sur des terres arables, terres qui pourraient être utilisées, en effet, pour produire de la nourriture pour humains. Donc les poules et les cochons, c'est essentiellement nourri au soja. Au contraire, les ruminants, et ça je ne savais pas, ne peuvent pas manger 100% de céréales, parce que c'est des ruminants, et donc sinon ils crèvent. Et donc contrairement à ce qu'on croit, la plupart de la bouffe des ruminants, c'est de l'herbe, du foin, du fourrage et des résidus de récolte. Et donc même sur les ruminants élevés en élevage intensif, ils sont obligés de bouffer de la bouffe pour non-humains, avant d'aller, donc là c'est pour l'élevage intensif, dans ce qu'on appelle un parc d'engraissement, où là par contre on va les bourrer avec de la nourriture pour humains, quoi, du coup. Et donc en moyenne, pour donner un peu de chiffres, les ruminants mangeraient 1/4 à 1/3 de bouffe que nous les humains on pourrait bouffer avec notre mono-estomac. Dans le bouquin ils disent 14%, donc j'imagine que ça dépend de l'élevage. Et bien sûr un ruminant élevé à l'herbe bouffe 0% de bouffe humaine. Donc eux ils disent que si on n'a pas envie de donner nos résidus de bouffe à bouffer aux ruminants, on peut toujours les laisser pourrir et mettre du CO2 et du méthane, ou les mettre dans des méthaniseurs si on est intelligent pour récupérer le biogaz. Mais bon, faut des tracteurs, voilà, c'est toujours un peu plus compliqué que de laisser la vache paître les résidus. Et c'est pour ça d'ailleurs, ça j'ai appris aussi qu'on parle de bœuf fini à l'herbe. Tu sais, on dit grass finished beef. Plutôt que nourri à l'herbe, parce que nourri à l'herbe ça veut rien dire en fait concrètement, parce que ils sont tous nourris à l'herbe. Ouais, ou au foin ou à des trucs, enfin ils sont obligés de bouffer de l'herbe en fait le truc. Ouais. En gros, fini à l'herbe, c'est qu'il a bouffé essentiellement de l'herbe. Que de l'herbe. Que de l'herbe, ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc ce qui se passe dans sa vraie vie en fait. Enfin ce qui se passait dans la nature sans intervention humaine. C'est ça. Ouais. Et donc le bœuf, oui c'est ça. Et puis même avant, tu t'amusais pas à lui filer ta bouffe en fait, parce que tu crevais de faim, donc juste tu le laissais paître et puis voilà. Donc voilà, donc ils expliquent que le bœuf industriel vit en général sa fin de vie, donc 4 à 6 mois sur 18 à être engraissé par du grain, donc de la bouffe pour homme, donc ça c'est pour les ordres de grandeur. Et donc même si les auteurs dénoncent le bœuf industriel, déjà en fait il y a pas mal de fausses croyances en fait sur le bœuf industriel. Et donc ils expliquent que même avec du bœuf industriel, on serait plutôt à 2,6 kg de nourriture humaine pour 1 kg de viande. Et donc pas 12 kilos, puisque dans les 12 kilos, on met tout ce qui est fourrage et aliments que seuls les ruminants peuvent manger finalement. Et c'est quoi ces aliments, enfin concrètement? Du coup, c'est de l'herbe sèche, quoi? Ceux qu'on peut pas bouffer? Les aliments non humains, est-ce que c'est juste foin? C'est juste du foin et de l'herbe? Ouais, herbe, foin, résidus de récolte. J'imagine t'as récolté ton maïs, tu le fais bouffer les trucs, ouais, voilà, c'est ça, ouais, tout à fait. Okay. Est-ce que j'avais mis autre chose? Non, sans moi, enfin bref. Donc voilà, donc on est plutôt sur 2,6 kg de nourriture d'après eux, donc j'ai pas vérifié les chiffres. Et donc le ratio serait meilleur que le porc en termes de bouffe humaine, puisque le porc c'est 3,5 kg pour 1 kg.
Le poulet, c'est 2 kg pour 1 kg, et le saumon d'élevage, c'est 1,3 kg pour 1 kg. Et le bœuf nourri à l'herbe, bien sûr, c'est le champion du monde, puisque c'est 0 kg pour 1 kg. Oui, mais la question, du coup, c'est d'où vient ce fourrage? Parce que si ça vient d'une prairie sur laquelle on aurait pu faire pousser du blé, par exemple, bah, du coup, on prend quand même des terres qu'on pourrait utiliser pour produire de la bouffe que nous, on pourrait consommer. On va l'adresser après. Ouais. Et du coup, en fait, la question clé, du coup, ici, c'est ça. Mais déjà, ici, le point, c'est que, voilà, il y a un peu de... J'avoue, moi je savais pas non plus. Je pensais qu'il y avait des bœufs qui étaient nourris genre 100% au soja. Non, il est païen si tu fais ça. Ouais, et c'est que un quart maximum, c'est... Eux, ils disent 14%, mais moi, j'ai trouvé un tiers ou un quart. Ouais, donc c'est quand même pas beaucoup, ça. Ouais. Ok. Les 14%, c'est la bouffe humaine. La bouffe humaine, ouais, c'est pas beaucoup. Bah, c'est quand même, ouais, apparemment, c'est un ruminant, ça bouffe des trucs de ruminant, quoi. Donc, T'en as pas réussi à assez les transformer pour... Voilà. Et donc, voilà. Donc, ça vaut le coup de méditer un peu, de se dire, en fait, de se dire, est-ce que les ruminants, finalement, ils convertiraient pas un peu de la nourriture immangeable par les humains, en une nourriture extrêmement riche en nutriments. Donc ça fait un peu méditer. Et c'est une autre façon de dire que les monogastriques s'appuient sur des énergies fossiles et que les ruminants nourris à l'herbe, en fait, s'appuient sur la photosynthèse. Et en fait, c'est assez marrant parce qu'il y a une conférence du Shift Project avec un mec qui a un nom grec, Yanis Chimzimpiros ou un truc comme ça, où le mec conclut à la fin, et c'est ça qui m'avait fait tiquer, que dans sa vision du monde, il y aurait des ruminants et pas de monogastriques dans l'agriculture du futur. Et il y a un mec, je me souviens dans le public, qui était dans une start-up de protéines insectes, qui lui avait posé la question, et moi je connaissais pas ce livre avant, et ce concept m'avait fait tiquer un peu. Et donc ça existe comme concept, tu vois, le fait de se dire les monogastriques et les ruminants, tu vois. Bah moi je trouve que tu m'as appris quelque chose et je trouve ça vachement intéressant, et du coup ça serait surtout utile si effectivement il y a des terrains où on peut cultiver de la bouffe pour les bœufs, mais sur lesquels on peut pas cultiver de la bouffe pour les humains. C'est le prochain chapitre. Ouais. Donc ça va dépendre de ça, quoi. Et donc moi je me suis intéressé, je me suis dit donc ouais, je me suis dit la prochaine fois que vous voyez, tu sais, souvent c'est marqué sur les poulets ou sur les œufs, poules nourries de façon végétarienne. Bah en fait, tu vois, c'est plutôt omnivore une poule quoi, à la base. Donc j'ai appris que les poules ça vivait dans des forêts à la base. Et que tu sais non mais tu vois c'est ouf, on sait pas quoi, on sait pas dans un temps on est des mongols, j'avoue. Et genre en fait tu sais quand on dit poules à l'air libre, souvent tu sais on les met dans deux cabanes et on ouvre et on fait allez-y sortez. Non mais c'est genre il y a une fenêtre au bout du hangar, il y a une espèce de hublot entrouvert. Et les poules elles sont en mode ouais c'est mort, je sors pas, tu vois, genre parce qu'elles ont peur des aigles ou je sais pas quoi. Et donc en fait les agriculteurs un peu stylés, les éleveurs un peu stylés de poules, ils commencent à planter des arbres en fait autour de la cabane pour que les poules elles sortent vraiment en fait. Et en fait moi j'ai commencé à lire les étiquettes des œufs et tout, et en fait je suis en galère absolue quoi, genre genre c'est marqué en plein air et fuck quoi. Il y a pas le label. J'ai mis des arbres. Élevé en forêt. Ouais. Élevé dans la forêt. Voilà. Mais c'est vrai que c'est vraiment les trucs en plein air, c'est vraiment genre un petit enclos au bout du hangar. C'est Non mais ça n'a aucun sens. Et donc voilà, là on va adresser ta question qui est les ruminants nourris à l'herbe, est-ce que ça prend pas trop de place, est-ce que ça fait pas trop chier? Donc on entend souvent l'élevage ça prend 2/3 de nos terres arables, parfois on entend le chiffre de 75%. On entend aussi qu'un hectare de terrain ça peut produire 70 000 kilos de tomates, 70 000 kilos de patates, 13 000 kilos de carottes et seulement 110 kilos de bœuf, et donc on se dit que ça paraît quand même être un peu du gâchis. Donc ils en pensent quoi les auteurs? Ils disent on parle pas de la même nourriture, on parle de protéines, de fer, de vitamine B12, voilà, ils disent que si tu veux obtenir tes protéines végétalement, il faudra forcément ingérer plus de calories, plus de sucre. Selon les auteurs, et là on est dans leur domaine d'expertise, contrairement au climat, on n'a pas besoin de plus de calories, on a besoin de plus de nutriments, donc tout le monde est déjà obèse et malade en Occident, c'est bon. On va faire la santé après, hein, donc là c'était vraiment soit dit en passant. Et le deuxième argument qui est vraiment central, qu'ils vont développer, c'est que selon eux, une gigantesque partie des surfaces mondiales en fait ne sont pas du tout propices à l'agriculture. Donc tout ce qui est rocheux, en pente, aride, peu irrigué, tu peux rien pousser dessus, c'est mort, tu peux rien faire pousser dessus. Et donc les auteurs expliquent qu'on n'est pas sur une compétition d'espace, on est sur une valorisation des zones de pâturage, et donc on va convertir en fait des choses immangeables par l'homme en nourriture qu'on peut manger.
Et donc c'est ça leurs approches. Et malheureusement, j'ai pas mis le chiffre comme un connard ici à combien ils avaient estimé de surface de pâturage non cultivable, mais c'était un truc genre au-dessus de 50%. C'était leur estimation. Okay. Je vais faire un petit calcul là, pour essayer de voir qu'est-ce que ça donne. Donc ils disent que voilà, ils se sont dit, mais est-ce qu'on a assez de place sur Terre pour mettre en place un système régénératif? Alors là, ils font pas mal de name dropping. Ils disent, on a interrogé le docteur Williams, écosystémier, expert des sols, je sais pas quoi. Enfin bref, ils mettent plein de noms un peu stylés pour faire genre. Et ils disent, aux US, aujourd'hui, on a 30 millions de vaches en train d'être finies au grain, soja, maïs par an, en incluant les exports. Si on prend les 60 000 km² de maïs destinés à ces vaches, donc destinés à finir ces vaches, et qu'on les transforme en pâturage, on peut déjà finir 20 millions de vaches sur ces 30 millions. D'accord ? Oui, mais tu vois, genre typiquement, on veut pas transformer les 30 millions de trucs de maïs en pâturage, tu vois. Bah si, parce que là, en fait, on veut arrêter de nourrir les vaches avec ça, quoi. Oui, mais ce qu'on veut, c'est de nourrir les hommes. Donc tu vois, ces 30 millions de maïs, juste si on les nourrissait, si on les filait à l'homme, ou si on cultivait autre chose que le maïs pour le filer à l'homme. On augmenterait notre production. Ouais, plutôt que le filet direct. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. En fait, t'as une perte de rendement dans l'affaire, tu vois. Alors on est d'accord, oui. Ouais. Oui, on est d'accord. Tu vois, genre, là où c'est intéressant, c'est effectivement dans le cas des terres où, comme tu disais, c'est des terres qui sont pas cultivables, et ça permet de valoriser des terres cultivables, et en gros, c'est une forme d'upcycling, tu vois. C'est genre des trucs non utiles à l'homme, tu le transformes en truc utile à l'homme, et donc, tu vois, il n'y a pas de problème de, t'as réduit ta ressource rare qui est la terre cultivable, tu vois. Mais là, t'es dans un cas de figure où tu réduis ta ressource rare, ou qui est la terre cultivable, tu vois. Ouais. Avec une perte de rendement dans l'affaire, parce que tu transites par la viande, quoi. Ah, je suis d'accord, oui. Là, si tu prends les 60 000 km² de maïs que tu donnes à bouffer aux vaches, et que tu fais autre chose dessus. C'est surtout pas ce qu'on veut faire. Ouais, c'est ça. Voilà. Je suis d'accord. L'argument se tient. Ici, ce qu'ils cherchent à faire, c'est trouver est-ce que ça serait possible. Oui. Voilà. Donc, en effet, avec les 60 000 km² de maïs destinés aux vaches, tu peux déjà finir 20 millions de vaches à l'herbe. Et il dit que, donc 20 millions sur les 30 millions, et il dit qu'en utilisant 30% des pâturages qui se trouvent sur des terres privées, ça rajoute encore 10 millions de vaches. Donc on arrive aux 30 millions de vaches, donc le compte est bon. Avec les réserves naturelles aux États-Unis, on peut monter un peu plus haut que les 30 millions. Mais petit bémol, évidemment, les vaches engraissées au maïs sont quand même 30% plus grosses que les vaches nourries à l'herbe, parce que bah, tu les bourres, quoi. Et donc pour être tout à fait honnête, bah, du coup il en manque 30%. Et donc ils ont interrogé un des experts de la petite liste là qui dit qu'avec AMP, donc avec ce dont on parlait tout à l'heure, le Adaptative Multi-Paddock Grazing, donc où tu fais optimiser le pâturage des vaches, ça rajoute, on le disait, 50 à 100% d'efficacité sur les terres. Et donc il dit que si on est hyper conservatif, les 30%, on les retrouve. Et donc, voilà, après ils disent avec un profit, bien sûr, qui va aux ranchers plutôt qu'aux fabricants de pesticides et d'engrais, voilà, retour de biodiversité, retour des sols à la place des monocultures de maïs, voilà, il est content. Et moi, ce que je trouvais rigolo, c'est que, je sais pas si vous avez fait gaffe, il y a un documentaire qui s'appelle Cowspiracy sur Netflix. Ouais, je l'ai vu. Ouais, tu l'as vu, où le mec défonce, enfin, c'est vraiment, voilà, c'est contre la viande à balle, quoi. Et en fait, à un moment dans le documentaire, ils font un calcul, ils disent que que si on voulait faire des vaches finies à l'herbe pour nourrir tout le monde aux US. Je trouve ça trop stylé le terme fini à l'herbe. Ouais, c'est ça. Et à un moment, il y a une petite animation où le mec il dit, bah si on voulait faire des vaches finies à l'herbe pour la quantité de viande qu'on mange actuellement aux US, bah en fait il monte la planète Terre et il remplit genre tout le Canada, tous les États-Unis, toute l'Amérique du Nord et tout le Brésil d'herbe en fait. Et en fait, il le met, son calcul, dans Cowspiracy, donc j'ai fait pause, j'ai regardé qu'est-ce qu'il avait branlé. Et en fait, dans Cowspiracy, ils prennent, pour réussir à mettre de l'herbe sur toute la planète, là, ils prennent 30 acres d'herbe par vache, au lieu de, moi ce que j'ai réussi à trouver sur Quora, sur Google, c'était 1 acres d'herbe pour nourrir une vache à l'herbe, à peu près. Et donc, c'est ouf parce qu'en fait, tu te rends compte que le nerf de la guerre, en fonction de si t'es vegan ou carnivore, en fait, c'est juste de jouer sur combien de acres tu mets par vache dans le calcul. Ouais. Oui. Et donc, tu peux démontrer, en fait, ce que t'as envie, quoi, en fait. Et donc, ça m'a fait flipper parce que, genre, les commentaires sous la vidéo de Cowspiracy, les mecs, ils étaient là, genre, oui, machin et tout. Ouais. Alors qu'en fait, ça dépend vraiment de la méthode que tu utilises, quoi. Oui, et puis Cowspiracy, clairement, il triche sur les chiffres. Et il est beaucoup trop extrême. D'un côté, je sais plus, je crois qu'il dommage, estime que c'est genre 50% des émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à l'élevage. Enfin, les documentaires sur Netflix, des fois, c'est chelou.
Non, mais il est vraiment trop extrême, quoi. En fait, c'est sensationnaliste, quoi. C'est ça. Oui, mais du coup, ça décrédibilise complètement le reportage qui est pas si mal sur certains aspects. Pas tant que ça, dans les commentaires, les gens avaient l'air genre d'être... Oui, parce que c'est un sujet qui passionne, donc en général, les gens qui sont contre la viande, ils sont à fond contre la viande. Ouais, mais je trouve ça hyper intéressant de voir donc des mecs pro-viande et des mecs contre-viande se clasher sur des trucs, en fait, qui sont vraiment... Enfin, je sais pas, je pense que 30 acres par vache, c'est un peu du foutage de gueule, quand même. Je pense, bien que je n'y connais rien, d'après ce que j'ai vu. Et donc, je trouve ça intéressant, quoi. Enfin, c'est ouf, cette bataille de désinformation, d'information. Je suis d'accord, ils vont dans l'extrême inverse où ils veulent trop forcer le trait. Du coup, ça décrédibilise tu vois, la cause, quoi. Ouais, c'est ça. Ce que je veux dire, c'est que je pense que genre... en étant rigoureux, c'est déjà suffisamment grave et les chiffres sont déjà suffisamment gros. Oui, qu'il n'y a pas besoin tu vois, c'est vraiment les quinries, quoi. Moi, je trouve que ta partie ici, c'est pareil, elle complexifie encore le message. Parce que finalement, t'as deux cas de figure. T'as les terres qui sont cultivables pour des trucs qu'on peut bouffer. Ouais. Et ça, la réponse, elle est claire. Toi, c'est mieux de faire de la bouffe, pas des pâturages, c'est mieux de faire du blé, des conneries qu'on peut manger directement. Encore une fois, c'est ton avis, là. C'est mon avis, mais à part peut-être pour des questions de nutriments. Exactement. Voilà. C'est à part peut-être, effectivement, avec le blé, les tomates. Vont développer, t'as deviné. Voilà, on n'a pas le fer et tout ça. Bon, moi, j'ai quand même l'impression qu'on pourrait les avoir autrement, mais bon, voilà, c'est mon avis. Okay. Et par contre, il y a une question qui est beaucoup plus complexe, qui est ces terres qu'on pourrait pas cultiver pour foutre des tomates. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut le coup d'aller mettre de faire paître du bœuf dessus, sachant que là, du coup, on crée de la bouffe, mais on crée du réchauffement en même temps. Et donc là, la question, pour arbitrer, faut voir, est-ce qu'on a plus un problème de bouffe ou est-ce qu'on a plus un problème de réchauffement? Tout à fait. Et aujourd'hui, on a plus un problème de réchauffement que de bouffe. Et donc, voilà, après ils disent, les auteurs, est-ce que ce modèle US convient à tout le monde? Non. Certaines régions du monde vont préférer les chameaux, les chèvres, les moutons c'est quand il fait froid. Ils ont même ils bouffent des cochons d'Inde. Les chameaux, c'est quand il fait chaud, non? Les chameaux, c'est quand il fait chaud, oui. Bien joué, bien vu. Voilà. Oui. Donc chaque climat, sa protéine animale. Il dit, on peut pas faire n'importe quoi en régénératif. Et donc, c'est quoi les arguments des végétariens qui sont pas pour la monoculture industrielle? Donc j'ai cherché un petit peu. Et donc ils argumentent que du fumier vert ça existe, pas besoin d'animaux selon eux. Par exemple, tu fais pousser des cultures de couverture, ça s'appelle. Donc par exemple, le trèfle peut servir de fumier vert, protégé de l'érosion et de la pluie. Donc le trèfle il est chaud. Et voilà, tu fais pousser ça pendant que tu fais pas pousser ta nourriture. Ils parlent de fertilisants à base d'algues, mais ça a l'air d'être un peu moins un truc en cycle fermé parce qu'il faut les fabriquer. Tu peux déverser du compost sur le sol, tu peux utiliser des plantes qui fixent l'azote de l'air, donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, donc notamment les légumineuses, donc à la place des engrais azotés, il y a des plantes qui fixent l'azote. T'as des techniques de non-labourage qui défoncent moins le sol et donc qui émettent moins de CO2, donc qui libèrent pas tout le CO2 qui était dans le sol. J'avais lu sur certains blogs aussi vegan que les mecs comptaient sur les pies et les renards pour chier sur les cultures, voilà. Voilà, les auteurs, eux, leur argument, c'est que les ruminants font tout ça mieux. Ils disent que ce sont des turbo-composteurs sur pattes qui chient et qui pissent et qui bavent partout. Moi, je trouve que honnêtement, genre, j'ai envie de dire, je connais pas le fin mot de ce débat, tu vois, mais j'ai envie de dire, genre, chacun fait son régénératif comme il a envie, j'ai envie de dire quelque part, et sûrement que la meilleure méthode, en fait, elle va devenir un peu obvious, quoi. Je sais pas si j'ai très envie de rentrer dans le renard et la pie comparé à la vache. En fait, j'avoue que je sais pas ce que vous en pensez, mais sur ce point-là, je sais pas si ça fait vraiment sens que le plus inventif gagne, tu vois, j'ai envie de dire. Oui, c'est ça. Et puis, ce que disait moi, je retiens l'information que oui, les ruminants, ça peut être utile parce que ça régénère les sols et ça contribue à un écosystème. Après, je trouve ça intéressant l'argumentaire de Nicolas qui est de dire voilà, c'est intéressant, ça peut valoriser des sols qui par ailleurs ne sont pas utiles à l'agriculture humaine, mais il faudra faire la balance de est-ce que par ailleurs ça émet pas de CO2 faut faire la balance de déjà, comme tu dis, est-ce qu'il n'y a pas potentiellement d'autres animaux ou d'autres moyens de revaloriser ces sols dans d'autres régions du monde. Mais c'est des ruminants aussi, hein, attention. C'est ça, d'autres animaux ou d'autres moyens de revaloriser ces sols et pas et ces autres moyens, est-ce qu'ils sont pas plus efficaces ou est-ce qu'ils émettent pas moins de CO2, tu vois. Mais déjà, dans les deux arguments de Nico, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un premier argument qui était les 60 000 km² de maïs aux US. Ouais. Ok, mais même si on dit qu'on veut faire autre chose, on se rend compte qu'on peut quand même finir 20 millions de vaches au pâturage, et que du coup, par rapport aux 30 millions qu'on bouffe aujourd'hui, l'un dans l'autre, tu vois, bon, ok. Surtout si on fait du AMP, là, de l'optimisation de grazing. Donc ça, c'était le premier argument.
Et après, j'ai oublié ce que je voulais dire. C'est pas grave. Donc ça vous va au niveau de la place, du coup Ouais, bah, pour moi, les ordres de grandeur, quoi. On a compris les ordres de grandeur et les questions sont assez claires au final. Ok. Ouais. Ensuite, on entend souvent les vaches, ça boit trop d'eau. Ça, je pense que vous l'avez déjà entendu, les 15 000 litres par. Il faut une petite piscine, pas. Il faut une petite piscine. C'est quoi l'argument de il faut une petite piscine d'eau pour pouvoir faire élever une vache. Quoi. D'accord. 15 000 litres. Donc 15 000 litres d'eau pour 1 kg de bœuf. Voilà. C'est ce qu'on entend souvent, et donc les auteurs disent mythe ou réalité. Et donc dans le monde passionnant de l'eau, on fait référence à 3 types d'eau, l'eau verte, l'eau bleue, l'eau grise. Alors l'eau verte, c'est l'eau de pluie qui est tombée sur les sols et qui ne tombera pas dans les nappes phréatiques, les lacs et les rivières. L'eau bleue, c'est l'eau potable, issue des nappes phréatiques, rivières, lacs. Et l'eau grise, c'est la quantité d'eau qui sert à diluer toutes les merdes, la pollution, l'urine, les déjections, les antibiotiques, les hormones, les pesticides, les métaux lourds en agriculture intensive, tout ça. En gros, ça veut dire polluer l'eau, ça revient à utiliser l'eau, quoi. Ça, c'est l'eau grise, d'accord ? Okay. Eau verte, eau bleue, eau grise. Ok. Il se trouve que les bœufs élevés en pâturage et les bœufs élevés de façon industrielle utilisent surtout de l'eau verte. Donc on est à 92-94% en industriel et 97-98% en pâturage. Donc essentiellement de l'eau de pluie. Parfois on dit que le pâturage c'est moins bien que l'industriel. Enfin bref, on s'en fout, quoi. C'est 95%. Mais ça veut dire quoi quand on dit ça se retrouve pas dans les nappes phréatiques? C'est que ça s'évapore? Enfin, c'est que. Oui, c'est de l'eau qui est tombée par terre. Ouais, mais par terre, pour moi, ça descend et soit ça nourrit les sols, soit ça s'infiltre et ça finit dans les nappes phréatiques. Tu vois. En fait, je connais pas bien le cycle de l'eau, mais. Pour nourrir une nappe phréatique, en fait, il faut que tu sois sur je sais plus comment on appelle ça, c'est une certaine zone délimitée où en gros t'es au-dessus de la nappe phréatique et où en gros tout ce qui tombe comme pluie dessus, bah ça va dans la nappe phréatique. Ouais. Et ça, typiquement en France, c'est vachement contrôlé au niveau des engrais et tout pour pas polluer l'eau, typiquement. Donc ça, c'est ça une nappe phréatique. Le reste de l'eau, du coup, c'est ce qui va dans les rivières ou les plantes, non, du coup. Le reste de l'eau de pluie qui tombe, qui est pas de l'eau qui va dans les nappes phréatiques. Ça finit dans les sols ou dans. Ça finit dans les sols. Dans les sols ou dans les rivières, quoi, ça alimente. Tout à fait. Donc, ça finit pas dans les rivières, du coup, l'eau verte, hein, par définition. Parce que pour les nappes phréatiques, ça alimente pas les rivières. Par définition, l'eau verte, c'est ce qui tombe sur le sol qui ne finit pas dans les rivières, les lacs et les nappes phréatiques. Ah ok, donc les rivières, les lacs. C'est la définition de l'eau verte. Okay, justement, parce que t'as envie de différencier ces deux trucs-là. Ouais. On a vu dans les limites à la croissance que l'eau c'était un flux, que c'est pas un stock. Il faut réussir à en capter, surtout dans les moments où c'est très aride. Voilà. Vous regarderez la vidéo. Bref, du coup, moi j'ai pas passé 30 ans là-dessus, parce que l'eau elle tombe sur la prairie qu'il y ait des vaches ou non, et je trouve encore une fois, ça fait penser à Cowspiracy, l'argument selon lequel il faille compter l'eau verte dans les 15 000 litres, honnêtement moi je le comprends pas. Donc s'il y a des gens dans la vidéo qui savent, qui me disent. J'ai fait un peu de recherche, donc les sites internet sur lesquels je tombe, c'est soit les journalistes des articles de merde qui disent « Saviez-vous qu'il fallait 15 000 litres d'eau pour 1 litre d'eau de bœuf ?» ou soit il y a des trucs, j'avais trouvé de sceptiques vegan ou je sais pas quoi, ou le mec qui... Voilà. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est qu'on donne pas beaucoup d'eau du robinet aux vaches. Elles se nourrissent principalement avec l'eau de l'herbe. Exactement. Et les ordres de grandeur que moi j'ai trouvé, en gros, c'est 2000, voire 1000 ou 500 litres par kilo. Donc ça dépend évidemment de la zone d'élevage. Il y a des zones où on s'en fout de l'eau, il y a des zones où au contraire c'est la sécheresse. D'ailleurs, il rappelle que les pâturages régénératifs, ça permet au sol de retenir l'eau comme une éponge. Et moi, en gros, dans les ordres de grandeur que j'ai trouvés, alors je vais pas rentrer dans les batailles à la con au litre près, mais en gros, c'est le même combat que les avocats, le riz, les amandes, les noix, le sucre, quoi, au niveau de l'eau bleue. Donc moi, ça m'a assez fait chier d'apprendre ça. Encore une fois, j'ai l'impression que comme vous dites, on exagère pour essayer de pousser. Ouais, je suis d'accord que... je sais pas, ça me saoule, moi. Enfin, je suis d'accord que le 15 000 est peut-être exagéré, tu vois. Mais tu vois, genre même l'eau verte, en gros, peut-être que par ailleurs, elle pourrait avoir un autre usage, tu vois. Peut-être que c'est pas de l'eau potable qu'on utilise, tu vois. Ouais. Mais peut-être qu'elle pourrait irriguer de l'agriculture, peut-être que tu vois... concrètement, en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle tombe sur les champs qui sont... moi, ce que je comprends, donc ça fait pousser de l'herbe et la vache elle bouffe ça et s'hydrate comme ça, quoi. D'accord, donc en fait, c'est pas un truc que nous, on apporte à la vache, quoi. Non. C'est un truc qui, de fait, tombe... D'accord. Mais ça, faut en être certain, tu vois, parce que par ailleurs, par exemple, tu vois, si c'est des mecs, juste, si genre on fait des cuvettes pour recueillir l'eau de pluie,
et comme ça on abreuve les vaches, tu vois. Bah cette eau de pluie elle pourrait servir à autre chose, tu vois. Justement, non, c'est pas ça. mais c'est Non, justement c'est ce pas qu'il ça. dit, Non, c'est que 95% en fait c'est pas ça, quoi. Ouais, c'est de l'eau qui de toute façon serait dans la terre et dans les plantes. Et moi ça rejoint un peu ce que j'avais vu, que je trouve que l'argument de l'eau c'est pas un argument pertinent pour le. L'argument de l'eau est pas un argument pertinent pour lutter contre la production. C'est un argument qu'on sort souvent, donc je trouvais que c'était important de recadrer. Alors peut-être que je me trompe, hein, j'ai un truc que j'ai pas pigé, mais je trouve que c'est chelou quoi de mettre de l'eau verte dedans. Bah non, mais c'est parce qu'il y a de la désinformation et que je pense que, comme on disait en introduction, on mélange un peu tous les sujets. Ouais. Et du coup, tu vois, y a les gens qui sont contre la viande, bah, ils entendent en plus ce truc-là. Il y a cette espèce de chiffre un peu sensationnaliste. 15 000 litres, c'est une piscine, machin. Et en fait, on comprend pas ce que c'est. Et effectivement, c'est pas un vrai argument parce que c'est de l'eau qu'on pourrait pas utiliser par ailleurs ou difficilement, quoi. C'est pas de l'eau que nous on peut pas boire, voilà. Bon, okay. Et du coup, moi je trouve qu'on devrait limite presque pas parler de mettre cet argument en avant. Bon après si ça utilise quand même autant que les avocats, tu vois, enfin ça reste. Oui, je pense que ça utilise beaucoup d'eau et ça fait peut-être pas sens de faire ça dans les régions qui sont un peu en stress. Encore une fois, faut peut-être faire des chameaux, tu vois, dans les endroits où. Non mais tu vois, après faut peut-être pas s'exciter sur le 15 000, tu vois. Ouais. Mais faut pas non plus peut-être occulter l'argument. Enfin, peut-être ça reste quand même assez consommateur d'eau, tu vois. J'en sais rien. Mais... Non, si, dans ce que j'avais regardé, c'était pas peanuts. C'était dans les gros. Voilà, donc c'est un argument. Mais bon, faut pas faire du Cowspiracy en mode tu vois. Ouais, c'est ça. mais non, ouais. Mais c'est comme d'hab, en fait, ça me saoule, quoi, de faire x10 sur les chiffres pour rien. Voilà, je trouve ça ghetto, quoi. Ouais. C'est pas que tu fais x10, c'est que t'expliques pas ce que ça représente vraiment. Tu sais, 15 000 litres, à qui ça parle? En fait, ça veut rien dire, on sait pas. Oui, et puis les mecs qui font, ah bah c'est vrai, il faut vraiment 15 000 litres, je vois pas où est le problème. Enfin, non, ta gueule. Et puis le problème, c'est que ça, enfin, tu vois, c'est contagieux, en fait, l'exagération. Oui, parce que tu sais, vu qu'on est dans un jeu de choix, on est dans un jeu de choix et de priorisation. Ouais. Tu vois, s'il y a telle cause qui exagère, bah, l'autre, elle se voit contrainte d'exagérer. Enfin, tu vois, genre, c'est l'enfer, du coup. C'est là qui racontera le plus de conneries. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc là, je pense qu'on peut clore la partie environnement, on va dire 2-3 trucs en plus, mais je voulais juste faire un récapitulatif de ce qu'on avait vu. Donc selon les auteurs, bien manager les ruminants à l'herbe, ça peut être un puits de carbone. Bon, bof. Et même si ça l'est pas, dans la durée, les gains en biodiversité, rétention de l'eau dans les zones sèches, restauration des sols, valorisation des prairies, apport de nutriments peu caloriques à la population sont des gros bonus selon eux. Et donc ça vaut peut-être le coup d'avoir une couche de méthane dans notre atmosphère constante qui vient s'insérer dans le cycle naturel du carbone. Voilà, ça c'est sujet à débat. Premier point. Deuxième point, c'était que les ruminants ne mangent pas de la nourriture des humains, sauf en élevage intensif où c'est un quart de leur alimentation. Donc ça, j'ai vraiment appris. Troisième point, les ruminants, ça prend pas trop de place si c'est bien fait. Les ruminants sont sur les prairies, on peut les intégrer aux terres arables pour manger les restes et fertiliser les terres. On peut reconvertir les monocultures qui servent à les nourrir en prairie, donc ça c'est le calcul qu'on a fait tout à l'heure. Oui, ou en autre chose qui serait plus utile. Ou en autre chose qui serait plus utile. Ça, ils ne disent pas. mais malheureusement, on va faire une partie sur la nutrition après, où là, ils vont essayer de contester le plus utile, parce que ils vont dire que bouffer du sucre, c'est pas forcément... Voilà. Et pour l'eau, il faut arrêter de compter l'eau verte, je pense. Ça fait juste pitié, quoi. Je veux pas de plus d'arguments que ça. Donc ça clôt la partie environnement. Je voulais juste voir un petit peu... Enfin, je sais pas, vous en pensez quoi de leurs arguments Moi, je trouve ça... Enfin, moi, ça enrichit ma vision, en tout cas. Peut-être on va se faire défoncer dans les commentaires, mais... Non, bah moi j'ai appris pas mal de choses, notamment le fait que les bœufs étaient nourris principalement avec du fourrage. Putain, vraiment des citadins. Bah ouais, non, bah t'en sais rien. Moi je pensais qu'on leur filait des sacs de blé, toi, qui bouffaient ça, que ça marchait comme ça. Je pensais ça. Et du coup, je trouve que c'est intéressant, mais vraiment ça nous éloigne du vrai problème. J'ai l'impression qu'à part quelques cas à la marge, sur les surfaces qui sont cultivables à la fois pour de la bouffe humaine et de la bouffe non humaine, bah, il est clair que d'un point de vue purement CO2 et même nutritif d'un point de vue calorique, bah, c'est optimal de cultiver directement des céréales sans prendre en compte d'un point de vue calorique. Et c'est vrai que je raisonne d'un point de vue calorique, on en parlera peut-être pendant la deuxième partie. Et du coup, j'ai l'impression que les cas où c'est pas ça, c'est des cas un peu à la marge, donc les prairies qui sont pas utilisables pour cultiver la nourriture humaine. Et donc globalement, j'ai l'impression que ça risque de brouiller le message, qui est que aujourd'hui, il faut qu'on diminue la quantité de bœuf qu'on consomme si on veut diminuer les quantités de gaz à effet de serre qu'on émet. Et voilà, j'ai peur que ça soit repris par
par des gens avec des mauvaises intentions, des lobbyistes, et que ça complexifie un problème qui est important et déjà complexe. Vrai que moi, j'ai ce côté un peu connard où je m'en fous en fait de brouiller le message du moment que j'ai un peu mieux compris, mais oui, je vois ta peur. Enfin, moi, ça m'intéresse de comprendre en fait. Ça m'intéresse de comprendre, mais j'ai une crainte que ça soit utilisé dans des buts qui, moi, me plaisent pas trop, quoi. Donc, moi, j'ai retrouvé le chiffre, juste pour info, ils disent more than 60%, donc 60% of agricultural land globally is pasture and rangeland that is too rocky, steep or arid to support cultivated agriculture. Donc en gros ils estiment à 60% les zones dans le monde où tu peux que faire ils disent que c'est est-ce qu'on pourrait mettre du pâturage sur toutes ces 60% ou est-ce que c'est juste 60% qui sont tout arides pour probablement pas des vaches, mais si tu mets des chèvres, des moutons, je sais pas, je te donne le chiffre que j'avais pas pu donner tout à l'heure. Mais bon, en tout cas c'est pas 2%, quoi. Je trouve que ça permet de Et toi, Georges, je sais pas si... Non, moi j'ai appris beaucoup de choses, ça tombe bien, j'y connaissais rien, tu vois. Les 3 citadins pour un podcast sur les vaches. Non, et moi, pour le coup, vraiment, j'avais un niveau de connaissance assez faible, donc tu vois, je trouve ça intéressant et j'apprécie le côté rigoureux, tu vois. Mais là où je suis assez d'accord avec Nico, c'est que, en fait, je pense que ils ont réduit ou ils ont, genre, débunké un certain nombre d'arguments potentiellement fallacieux du côté vegan ou du côté anti-viande où ils ont réduit leur portée. Mais après, à mon sens, les arguments sont toujours valides, tu vois. C'est juste qu'ils étaient exagérés x10, tu vois. Et là, ils sont plus que x2, tu vois. Mais par contre, les arguments de ça consomme de la terre, ça reste valide. Les arguments de ça émet du CO2, ça reste valide. Les arguments de ça consomme beaucoup d'eau, ça reste valide. C'est juste que c'est pas 10 000, c'est plutôt que 2000, c'est plus 2000, tu vois. Et donc, tu vois, moi, je trouve ça intéressant parce que ça apporte une certaine rigueur dans le débat. Mais je reste convaincu que ça brouille un peu le message et que ça va servir. Je reviens sur mon truc je trouve la démarche pas très intéressante, qui est de dire je vais défendre un truc. Où je vais défendre un truc en me plaçant dans une démarche idyllique de il faut que ce soit fait de cette manière, alors qu'aujourd'hui 90% des bœufs c'est du l'intensif, c'est pas pris sur des terres arables, c'est pas pris sur des terres non cultivables, c'est pris sur des terres cultivables, tu vois, etc., tu vois. Je trouve que en fait je trouve que la démarche est un peu dommageable, tu vois. Moi ce que j'en ai tiré, c'est que moi typiquement maintenant quand j'achète du bœuf, je vais faire de la pub pour le gars, je l'achète chez un gars qui s'appelle Pierre Inard, qui a un site web qui s'appelle le bœuf d'herbe, et donc c'est un mec qui fait son bœuf à l'herbe, et donc je me fournis chez le gars, tu vois, et quelque part je trouve que c'est méconnu, tu vois, que tu peux entreprendre ce genre de démarche, et que je trouve que ça gagnerait à être connu, que probablement l'ennemi commun c'est l'élevage de masse, et que probablement je sais pas, moi je suis pas convaincu que le message à faire passer, tu sais, aux États-Unis ils ont les Meatless Monday, tu vois, où en gros tu bouffes pas de viande, probablement que les gens gagneraient à recevoir un message que finalement le vrai ennemi c'est en fait la malbouffe et la bouffe élevée en élevage de masse. Oui, c'est vrai. Donc moi je suis pas convaincu que quand tu vas à McDo et que tu t'achètes un Impossible Burger, ça soit beaucoup plus stylé que si McDo se mettait à mettre un truc élevé à l'herbe régénératif. Non mais ça dépend, encore une fois, ça dépend de la métrique. Et si la métrique c'est les émissions de gaz à effet de serre, c'est sûr que si. Et parce que même pour l'élevage non industriel, ça reste, on l'a dit quoi, plus il y a de bœuf, plus il y a de méthane. Ça c'est un argument imbattable. Mais tu sais que tu peux aussi te poser la question, c'est quoi le monde dans lequel t'as envie de vivre en fait? Est-ce que t'as envie de casser en fait ces cycles-là pour sauver ta peau? Ce qui est, moi je comprends tout à fait. Ou est-ce que non, au contraire, t'as envie de dire, les cycles qui me permettent d'avoir de la bouffe riche en nutriments, une population en bonne santé. Est-ce qu'au contraire, même tu vois les crustacés là ou je sais pas quoi qui étaient en mer Baltique, est-ce qu'il faut pas les garder parce qu'ils font pas un truc intéressant? Je me pose la question. Je sais pas. Je me pose la question. Est-ce que ça on veut le tège, tu vois? Moi je comprends l'argument, mais l'argument que je ressors toujours, c'est qu'à la fin le réchauffement ça conditionne tout. C'est qu'on est dans la merde. Non mais si t'as un monde à plus 3 degrés, toutes les autres questions elles sont caduques. Ça veut dire protéger les écosystèmes et avoir un truc qui fonctionne bien avec de l'agriculture régénérative, ça marche plus du tout. De toute façon tout est pété, tout ça c'est
cassé. Donc il faut avoir une certaine priorisation, enfin c'est mon avis, il faut avoir une certaine priorisation. La priorité pour moi numéro 1, c'est de pas être dans un monde à plus 3 degrés dans 40 ans, parce que sinon toutes les questions qu'on se pose de toute façon, elles ont même pas de sens. Ça c'est des questions qui ont un sens dans le monde d'avant, où il y avait un équilibre, etc. Et toi, leur argumentaire, où en gros eux ils disent que bah en fait on a besoin des animaux dans le cycle de la bouffe, t'y es sensible ou tu penses qu'on n'en a pas besoin? Bah, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on pourrait diviser le cheptel bovin par 200 et que on serait toujours capable de nous nourrir. Et je crois que c'est un peu la conclusion du Shift aussi et de Janko, où en gros, eux, ils sont pas sur la suppression de viande. Par contre, ils sont clairement en train de dire que ça va coûter plus cher et on va en manger moins. Et que probablement que ça s'inscrit dans un système de valorisation des prairies et d'agriculture régénérative, mais que en effet, je pense que l'argumentaire du livre qui est de non, on va pas réduire notre consommation. Ouais, c'est ça. En fait, je pense, tu vois, ça, ce qui me gêne, c'est que j'ai l'impression qu'ils essayent d'apporter une sorte de solution technique. Ouais. Tu vois, au problème. Ça, c'est les ricains. C'est les quinries, tu vois, genre, ils ont toujours une solution technique. Voilà, ils ont une sorte de, en fait, c'est les ricains, et puis même, c'est le problème de l'humanité aujourd'hui, c'est que on veut pas modifier nos comportements, on veut pas renoncer à un certain niveau de confort, et on veut pas, on veut pas modifier nos comportements, on veut pas renoncer à même des pouillèmes de confort, et du coup, on se réfugie dans la technique, tu vois. Enfin, il y a plusieurs refuges, il y a le progrès, il y a de toute façon, c'est pas la responsabilité individuelle, il y a de toute façon, c'est trop tard, enfin, il y a tout un tas de refuges qui permettent de pas agir, tu vois. Et eux, ils rentrent dans le refuge de le progrès technique, tu vois. Et ils te disent, bah voilà, on peut transformer nos 90 millions de trucs intensifs en trucs machin. Et cette démarche me gêne parce que déjà, ça me paraît faux, ça me paraît fallacieux, tu vois, pour toutes les raisons qu'on a évoquées. Et par ailleurs, il faut sortir de ce paradigme-là de dire, on a une réponse technique et on va pas modifier nos comportements, tu vois. Ouais. Et je rejoins Nico sur l'histoire de priorisation, tu vois. Plutôt que de dédier notre énergie, notre temps, nos ressources, notre intelligence de ces chercheurs-là à expliquer comment le progrès pourrait faire en sorte qu'on peut continuer à bouffer de la viande comme des pourceaux, dédie ton temps à expliquer qu'on est dans la demeure et que dédie ton temps à combattre l'élevage intensif plutôt qu'à montrer qu'en fait on peut le transférer en... Et vous en pensez quoi de la conclusion qui du coup celle du Shift, j'ai l'impression, qui est que en gros on va bouffer moins de viande. Ouais. Par contre, on va toujours l'utiliser pour valoriser les prairies dont on peut rien faire. Moi, je trouve ça vachement intéressant. Et on va toujours l'utiliser pour bouffer les restes de l'agriculture quand c'est plus pratique, pour chier sur les je sais pas quoi. Ouais. Mais moi, je trouve ça trop cool. Tu vois, moi, je suis assez convaincu que tout animal a une utilité dans l'écosystème. Et je suis sûr que les bovins, ils ont une utilité très importante, très stylée. Mais c'est juste qu'il faut en bouffer 10 fois moins, tu vois. Et du coup, l'utilité marginale du bovin, pour moi, c'est un sujet annexe et c'est un sujet accessoire face à l'élevage intensif de pourceaux, tu vois ce que je veux dire. Mais du coup, tu vois, niveau éthique, moi je me pose la question, parce que moi, si j'achète ce bœuf là chez le gars, qui coûte plus cher, du coup, ça veut dire que, je sais pas, je fais moins d'escape game, ou je me fais moins masser les pieds, quoi. Ouais, mais c'est stylé. Donc finalement, moi, je fais le choix de dédier une grosse partie de mon salaire là-dedans. Je fais moins d'escape game. Pour bouffer le mec a les priorités. Pour bouffer du bon bœuf. Non, mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que je trouve que le levier, juste ça coûte plus cher, et après les gens dédient leur salaire comme ils ont envie, finalement. Est-ce qu'ils ont envie d'en bouffer beaucoup ou pas? Je sais pas si ça c'est la démarche que j'ai entrepris récemment, et je sais pas si ça fait sens, quoi. En gros, de toute façon, c'est la démarche vers laquelle on va tous être conduits de gré ou de force. Il y a un moment, va coûter plus cher. Tout va coûter plus cher, ou notre niveau de vie va diminuer. Et donc il faut qu'on l'engage aujourd'hui, tant qu'on en a les moyens et tant qu'on peut le faire un petit peu calmement, plutôt que d'attendre que ça nous vienne dessus de force, de toute façon. Ouais. Donc pour moi, c'est justement le nerf de la guerre, c'est d'arriver à faire en sorte qu'on engage tous cette démarche aujourd'hui, et qu'on se rende compte qu'en fait, c'est pas la fin du monde, toi. Genre, si tu manges pas un steak tous les jours, en fait, t'arrives à être quand même content. Toi, tu boufferais du bœuf de Pierre Inard, toi? Non, j'en mangerai pas parce que... Mais du poulet? Oui, parce que de ce qu'on a vu dans le livre, c'est que même quand c'est régénératif, à part quelques cas très spéciaux, et encore il y avait des contre-arguments qui montraient que c'était peut-être pas sûr, c'était quand même très émetteur de gaz à effet de serre. Et donc, pour simplifier, je préfère ne pas en manger aujourd'hui. D'accord. Ouais, okay. Voilà.
Toi, tu vas manger du Périna? Moi, je pourrais bouffer, vu que je bouffe du vieux charal, tu vois. Donc, tu vois, déjà, si je passe au Pierre Rhinard, tu vois, j'inscris, tu vois, je modifie mes comportements et c'est bien, tu vois. Donc, déjà, je trouve ça pas mal. Mais peut-être que, je trouvais ça plus stylé de prendre le shortcut qui est de devenir végétarien, tu vois. Du coup, tu vois, ça m'a pas convaincu voilà, enfin, voilà, mais je pense que déjà, tu vois, je condamnerais pas et je saluerais les gens qui réduisent leur comportement de viande et qui passent à de la viande de meilleure qualité ou élevée dans des conditions plus intéressantes. Déjà, je trouve ça très stylé, tu vois. Mais après, je trouve ça encore mieux tu vois, voilà. Puis en tout cas, plus simple, quoi. Ouais, je te ferai des petits plats végétariens quand on invitera. Bon, on s'arrête là, et puis on fait dans un autre épisode, on fera santé éthique, du coup. Ça marche. Vous avez kiffé ou pas? Ouais, franchement, moi, j'ai appris plein de trucs. Enfin, j'ai appris plein de trucs dont j'avais pas du tout idée. Non, mais je m'attendais à être juste un peu opposé sur le principe avec tout ce que le bouquin allait raconter. Et globalement, je trouve qu'il y avait quand même des choses, des faits, des chiffres, des trucs intéressants. Ouais. C'est cool et non, on n'est pas payé par Charles. On voulait juste s'instruire un petit peu pour entendre les arguments des autres. Allez, on s'arrête. À plus. Ciao. Albert. Ouais, c'était assez stylé comme... Bah, c'est intéressant. Albert, putain. Non, mais t'entends les arguments des autres, tu vois, je trouve que c'est... Bah oui. Non, mais franchement, j'ai appris 2-3 trucs. Du métal, du fourrage. Alexa, c'est un viandard. C'est un viandard.